cette expérience de 3 ans avec toutes les galères et le fait que tu aies fini tes derniers crédits là il y a 4 mois, s'il n'y avait pas eu ce désir en fait de tenter quelque chose, tu ne serais peut-être pas dans l'humour aujourd'hui. En fait, c'est une dinguerie quand même. De base, c'était juste du marketing. Et aujourd'hui, tu nous as dit producteur, t'es auteur. En fait, c'est devenu ta vie. Les gens qui ont de la chance, c'est les gens qui ont des opportunités que savent les saisir. Et les opportunités, elles se présentent dans plein de manières. Soit ouvert, soit pas fermé. C'est pareil pour l'amour. La vie, elle est pas si mal faite que ça. Quand tu donnes, tu vas recevoir. C'est pas arrogant de penser que tu vas passer la vie sans problème. Hein. Tu vas galérer, on va galérer et on va essayer de grandir de ça. Tout le monde veut du stand-up. Les gens veulent rire, quoi. Plus le monde sera compliqué, plus les gens voudront rire. C'est lié. Hein. Et l'humour, c'est une manière de simplifier le complexe. Et notre travail, c'est en 2-3 punch de faire comprendre ça. En fait, le monde du stand-up, c'est vraiment rentable, quoi. Et mon but, je vous le dis, je veux comprendre l'humain en faisant du stand-up. Je veux aider les enfants en créant des associations parce que ce seront eux l'avenir. Haïti qui exploite son plein potentiel, ça peut donner quoi? Parce que ce pays, c'est pas juste que le monde le voit comme ça, alors qu'il a un potentiel intéressant. C'est pas qu'on est plus bête, c'est pas ça. C'est qu'on nous a dit dans le monde entier qu'on était plus bête. Les gars, j'aime bien dire welcome babies, bienvenue sur Can We Talk. Toujours très heureux de vous retrouver pour une raison très simple, c'est qu'on a décidé de créer ce média pour essayer d'échanger et de partager énormément de valeurs. Parfois on est tous les deux, parfois on est accompagnés. Aujourd'hui, on est accompagné et pas par n'importe qui. On est accompagné. Aujourd'hui, tu sais, on dirait de notre invité que c'est un haut potentiel ou que c'est un multipotentiel tellement le gars a de casquettes. Ou un haut multipotentiel. HPI, c'est ça? C'est ça que je veux. Franchement, clairement. Parce moi, que le gars fait tout un tas de choses, mais avant qu'on rentre dans le détail, on va quand même dire aux gens que notre podcast est sponsorisé par la Nekao School. Vous le savez, mais aujourd'hui. Ça sera quoi la Nekao School? Alors justement, on y vient. Vous avez vu l'acteur, hein? Aujourd'hui, en fait, depuis avril 2023, on a décidé de développer un accompagnement autour de l'éducation financière pour les membres de notre communauté. Pour être extrêmement clair, on est dans un monde capitaliste qui tourne principalement autour de l'argent. Et sans faire de l'argent notre Dieu, le constat qu'on fait, c'est que peu de personnes de notre communauté ont compris comment utiliser cet outil et surtout comment travailler à le faire à se multiplier. Et au travers de la Nekao School, on va te montrer comment tu peux investir de façon intelligente, mais surtout comment tu peux gérer ton argent, le manager de façon intelligente pour te permettre non seulement de te protéger, de te prémunir. Le monde évolue. Là, normalement, on a commencé rond. Vous avez vu un petit peu les sujets qu'on a abordés. Et sans argent, tu ne peux te protéger, mais surtout protéger tes proches. Prends ton rendez-vous dans la description, c'est gratuit. Donc, tu n'as pas d'excuses. Et comme ça, on échange. Et puis, abonnez-vous. On le dit pas, c'est ça. Oui. Abonnez-vous, les gars. Vraiment. Si aujourd'hui, tu regardes ce podcast et que tu n'es pas encore abonné, tu cliques. Tout simplement. Voilà. C'est important, non, mais c'est vraiment important. C'est du référencement. Ça nous donne de la force. Ça prouve que ce qu'on fait, c'est utile. Et voilà, vous le savez, hein, dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, le nombre de likes et le nombre de follow, ça compte. C'est superbement important. Donc, abonne-toi. Tu peux nous écouter également sur toutes les plateformes de streaming si l'audio ne te va pas. Oui. Mais j'ai envie de parler de notre invité aujourd'hui. Parce que ce gars, je disais multipotentiel, on va pouvoir rentrer dans le détail quant à son parcours. Je parle de monsieur Certes Mathurin. Comment allez-vous, monsieur? Les gars, c'est un plaisir d'être là. Hein. Vous dites multipotentiel. Mes parents, ils avaient un mot, ils disaient antipoète. Antipoète, ça veut dire c'est un enfant qui est tout le temps too much. Et c'est pas un compliment quand on crée haïtien, c'est pas un compliment. Et d'ailleurs, beaucoup en tout cas dans ma communauté, dans ma famille, un enfant qui pose trop de questions, qui veut savoir trop de trucs, c'est pas bien vu. Cet enfant, il est trop intelligent. Ça dérange. Ça dérange un petit peu. Donc, content qu'aujourd'hui, ça dérange un petit peu. Il y a même un truc là, tu sais, on dit, les enfants qui sont trop excités, on dit qu'ils sont quoi déjà? Hyperactif. Ouais, hyperactif. On t'a dit ça ou pas? Hyperactif, trop bavard, antipoète, c'était les mots de... Ouais. Mais on sent, franchement, que t'as énormément d'énergie. Nous, on a eu la chance de se rencontrer dans des circonstances magnifiques. Ouais, cool. Puisque, introduit par le frangin Valdi. En fait, on va parler de toi à tous les podcasts, frangin. C'est un truc de fou. On a eu la chance, en fait, de te rejoindre quand tu as un très beau projet dont tu nous parleras par la suite parce que c'est super intéressant ton parcours à la Tour Eiffel. Ouais, donc un endroit que tu avais privatisé, on va en reparler. Mais moi déjà dans un premier temps, j'aimerais comment est-ce que tu te présentes quand on te demande de te présenter parce que tu as tellement de casquettes mon gars. Honnêtement, ça dépend qui me demande. J'adapte en fonction parce que c'est pas utile forcément de dire tout ce que tu fais. C'est vrai. Parfois, ça dépend
Donc là, si on est ensemble et qu'on est là pour parler un petit peu, je vais vraiment dire ce que je fais. Je le dis pas très souvent, d'ailleurs, tout ce que je fais. Ouais. Il y a peu de gens, je pense, qui savent. Je suis un artiste, je suis humoriste. C'est mon activité. Donc ça, c'est le premier élément avec lequel tu te Ouais, qualifies. c'est humoriste, c'est vraiment ce que j'aime. Je fais du stand-up depuis 10 ans maintenant. J'ai écrit 6 spectacles. J'ai toujours des spectacles thématisés. Donc ça, c'est ce que je fais. Mais c'est pas toute ma vie, mais c'est une partie. Je suis producteur également. Donc je produis des spectacles, je produis des émissions de télé, toujours autour de l'humour. Donc je suis humoriste et producteur. Donc ça, c'est vraiment mes activités un peu que je fais régulièrement. Je fais également une partie, donc c'est la partie, on va dire, business. Business, cœur aussi, parce que le stand-up, je considère que je fais ça avec le cœur, beaucoup. Parce que j'aime bien apprendre sur les gens. Je fais ça pour faire rire des gens, c'est qu'il y a forcément le cœur. Mon métier, c'est de me lever le matin, d'écrire des trucs pour faire rire des gens, donc il y a forcément le cœur. Et je suis également président associatif. Et ça par contre énormément, j'en parle un petit peu moins, parce que dans notre monde qui est un peu régi par la thune, on s'en fiche un petit peu de l'associatif, malheureusement. Et donc je suis président d'un club d'échecs, avec mes 2 petites sœurs. Je suis vice-président d'une association qui s'appelle Haïti Futur, dans lequel on ouvre des écoles en Haïti et on développe en fait des parcours scolaires pour les enfants en électrifiant des écoles. Donc on a à peu près 500 écoles en Haïti dans lesquelles on fait ça. On fait pas mal de choses autour de 500 écoles en Haïti. Sous l'égide d'Haïti Futur, on a plus d'écoles que le ministère de l'Éducation nationale haïtienne. Donc avant-hier, le ministre nous a appelé pour nous aider pour nous demander de l'aide sur certains trucs. Donc big up à Josette Bruffard Thomas et Jean-Claude qui ont créé cette association il y a 35 ans maintenant, et aujourd'hui ils me demandent un petit peu de la reprendre. Donc c'est un gros challenge de ma vie de reprendre. C'est pas une petite asso, toi, c'est vraiment un truc. Il y a des gens qui travaillent en Haïti pour ça. Il y a des différents Haïti futurs. Il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, il y en a, et on fait en sorte d'essayer on considère que c'est l'enfant, la future du pays. Donc on essaie de créer un cadre scolaire adéquat. En Haïti, c'est pas comme en France. Déjà, si on les envoie à l'école, qu'on leur donne de 6 à 12 ans, c'est déjà énorme, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Et donc, je fais ça, et j'ai une autre casquette. Donc, je suis vice-président également du Grand Bain, une association en France, à Marseille actuellement, dans laquelle on fait de la mixité sociale entre les écoles des quartiers nord et des quartiers sud de Marseille. Donc, on bosse avec quasiment toutes les écoles de Marseille primaires. Et en fait, elles se croisent pas. C'est des enfants qui se croisent jamais. Marseille, c'est l'une des villes les plus discriminantes de France. C'est vraiment gay. T'as les riches, un climat particulier. Ouais. C'est particulier. Donc, on bosse pour créer des connexions avec les enfants. Donc, pendant 1 an, on a un parcours scolaire dans lequel ils se parlent au début par lettres. Ensuite, ils se font des projets et ils se rencontrent en décembre et ils font visiter leur quartier et tout. En fait, on fait ça pour faire en sorte que ils aient le racisme, la misogynie, les trucs négatifs, ça se développe le moins possible. On travaille avec un docteur là en sociologie infantile pour savoir à quel moment ça se développe dans l'enfant, c'est ce genre de trucs négatifs. Donc j'ai mes 3 associations qui me tiennent à cœur énormément, qui me prennent beaucoup de temps, qui rapportent pas d'oseille, mais je m'en fiche. D'ailleurs, il y a on dit souvent, souvent, des fois on me dit, ouais, tu taffes beaucoup et tout, tu devrais être millionnaire. En fait, je pense que les gens, ils se rendent pas compte que je travaille pas que pour ça. On peut travailler et ne pas générer des milliards non plus. Je travaille beaucoup, mais parce qu'il y a des choses qui sont pas pour la thune. Pour la thune, il y a... Pour ton porte-monnaie, du moins. Exactement. Tu crées de la richesse indirectement. J'en crée, exactement. Et ça m'a pris pas mal de temps, parce que pendant longtemps, je me dis, c'est vrai, pourquoi je suis fatigué, pourquoi je fais tout ça? Et après, j'arrive à la Tour Eiffel et je vois tous les petits centres. Je dis, mais oui, c'est pour ça que je fais ça. Ça me rapporte que dalle. Mais ça rapporte aux enfants. Ça apporte quelque chose. Donc, voilà. Donc, tout ça additionné, ça fait pas mal de choses. Donc, j'ai de la production, j'ai de l'artistique. Je fais également du conseil pour des concerts et tout. Et puis d'autres trucs. Mais globalement, je suis un artiste, producteur et un président associatif. Et pour moi, c'est 50-50. C'est une dinguerie. Moi, j'ai envie de dire comment tu fais. Ouais. Parce qu'avec toutes ces casquettes, comment tu t'organises? Frérot, les journées, elles sont blindées. Hein. Je vais pas mentir. Sachant qu'il faut dire, t'es père de famille. Je suis papa depuis 4 mois et demi. Là. Voilà. Donc, c'est pas rien. Avec madame, ça va? Vous arrivez à vous organiser? Il faut t'entourer. Maintenant, avant, je fais beaucoup de choses solo. Maintenant, je m'entoure. Je paye des gens tous les mois pour qu'ils m'aident à avancer sur des trucs. Tu peux pas faire tout seul. Bien sûr. Là, en fait, je sens que je commence à atteindre une limite physique et mentale. J'avais pas encore atteint. Et là, je commence à l'atteindre. Et en fait, quand tu sens que tu l'atteins, faut t'entourer rapidement, sinon tu vas craquer. Absolument. Je comprends que tu peux craquer. Je reçois trop de messages, trop de mails, et je me dis, mais putain, j'arrive plus à répondre. Je fais attendre ma sœur, c'est pas normal. Non. Et là, je sens que, là, je prends une stagiaire qui est quelqu'un qui j'ai déjà bossé, qui va m'aider sur certaines parties. T'as une assistante? J'ai deux chargés de production. Moi, j'ai 2 chargés de production. J'ai un gars qui s'occupe que de mes vidéos, de mes posts, mes trucs. Je m'entoure.
Non, en fait, la seule chose, c'est t'entourer. Et c'est là que tu disais, l'argent, c'est un outil. En fait, l'argent, c'est pas un outil pour forcément être riche. C'est un outil pour pouvoir continuer à créer des choses. Si j'ai pas d'argent, je peux pas payer les gens et je peux pas avancer en création. Et pour pouvoir, éventuellement, je pense que ce qu'on attend de l'argent aussi, c'est que ça nous rende libres, quelque part. Tu vois. Est-ce que cette liberté, tu estimes l'avoir atteinte? Ouais, je le vois. Vous savez, moi, je viens d'un univers où j'ai pas eu d'attitude du tout. Famille haïtienne, pas de zeyo, aîné, vraiment galère. Tu vois, on connaît, quoi. Et donc, j'ai toujours survécu un petit peu. Après, j'ai des cousins en Haïti qui, c'est beaucoup plus dur pour eux. Mais je pense que le contexte également, il fait, en France, tu peux avoir l'impression d'être plus pauvre que tu peux être dans un autre pays. Parce que c'est souvent par rapport à quelqu'un d'autre. T'es pauvre par rapport à quelqu'un d'autre. Et là, je vois la différence très simple. J'ai raté un train. J'étais à Lille hier matin, je crois. Je rate le train. Il y a 10 ans, je rate ce train. Je me dis, je vais frauder ou je vais devoir chercher le DL moins cher. Là, il fallait que j'aille, il faut que je sois à Paris à 16h. J'ai changé de train et basta, et on passe à autre chose. En fait, ça te permet de plus, que ta vie, elle dépend moins de facteurs extérieurs. Et ça paraît bête, mais des gens en retard, un accident de trucs, ton enfant que tu dois garder et que tu dis putain si je peux, ben en fait tu peux prendre une babysitter, tu peux prendre la voiture à Uber au lieu de si tu peux pas payer aller au resto, ben tu dois faire à manger toi-même, ça te prend plus de temps. Par exemple, ça sert à ça, toi, ça te rend libre dans plein de petites actions quotidiennes et ça te libère le cerveau. Et donc aujourd'hui, donc si je comprends bien, étant donné que t'as la partie comédie qui t'apporte de l'argent et la partie associative qui ne t'en apporte pas. 100% de tes revenus viennent aujourd'hui de la partie comédie dans la production et tes shows. Clairement. À un moment donné, t'avais pas un business d'import-export ou quelque chose comme ça? On a tenté, ça n'a pas marché. Ça s'est arrêté. Faire de l'import-export en Haïti, France, c'est chaud de fou. On faisait avec des gars et tout, on a du riz de jonjon. Exactement. Qui est un champignon qui pousse en Haïti et tout. Exactement. Il y a beaucoup de demandes. Mais c'est une galère, franchement, on a perdu de l'oseille et tout. Je regrette pas. Franchement, je regrette pas du tout. J'ai appris, l'argent, c'est un outil. Là, j'ai fait de l'agriculture avec un agronome en Haïti. Là, j'ai perdu presque 10 000. Ah, c'est relou, hein. Frérot. Ça dépend de combien t'as en poche, mais c'est toujours relou de perdre de l'argent. Ah, frérot, il y a 0 été empoché, hein. Mais ça, c'est ce qu'on apprend aux membres de la Nekao School. Que tu sois investisseur ou entrepreneur, il faut te dire qu'à un moment donné, tu vas perdre de l'argent. Ouais, il faut l'accepter. Il faut vraiment l'accepter et c'est comme ça que tu apprends à de moins en moins en perdre. Exactement. Donc, écoute. Non, c'est désagréable, mais t'as appris. Tu te dis, t'apprends et tu te dis que tu feras pas avoir la prochaine fois. En fait, je pense qu'il y a une espèce de mythe où on pense qu'on peut réussir comme ça sans rater. Ah, c'est pas vrai. Mais le mec, il t'a arnaqué ou juste mauvais business? Non, parce que je pense pas qu'il m'a arnaqué. Mais on avait un décalage c'est là où les process qu'on peut apprendre en France et tout. Je faisais des tableaux Excel, des suivis. Toi, frérot, il y a pas Internet la moitié du temps et tout. Je dis, frérot, t'as pas rempli le truc? Il fait, ouais, mais oui, j'ai plus d'ordinateur parce que j'ai dû le rendre un truc. Donc, il y a des comptes. Et puis, il y a le climat. Pour lui, il habitait pas dans la ville, il fallait qu'il prenne des taxis et tout. Donc, t'envoies un peu d'oseille pour qu'il y aille. Et après, au bout d'un moment, tu dis, non, je vais moins envoyer, faut qu'il se débrouille. Sauf qu'en fait, le pays, surtout dans le pays, il est difficile. L'essence, ça monte comme ça. Tu te trouves avec des contraintes qui sont beaucoup plus fortes que toi. Et toi, t'as un gars qui est motivé, hein. Tu sens que le gars est motivé, hein. Mais, sa motivation, plus même moi qui mettais un peu d'oseille, ça suffit pas. Le pays, il est compliqué. Sinon, tout le monde, en fait, je me suis dit, je comprends pourquoi c'est aussi difficile alors que quasiment tous les Haïtiens, en tout cas dans les campagnes, ont des terres agricoles bien, ils peuvent pas faire, parce que ça demande trop de trucs. Ça demande d'avoir des machines agricoles, ça demande d'avoir de pouvoir l'électricité. Ça paraît bête, mais souvent c'est avec des générateurs. Quand l'essence t'en as plus, tu peux plus mettre un générateur. Donc tu me retrouves avec plein de petits problèmes comme ça qui à la fin fait, frérot, ça n'a pas été assez arrosé, ça n'a pas été assez, il a pas pu y aller assez souvent. Et tu te retrouves avec pratiquement plus rien à la fin. Tu dois avoir 10 000 poivrons, t'en as 50. Non, franchement, en fait, comme je le disais en introduction, je disais que aujourd'hui, ils disent multipotentiel, HPI, tout ça, là. Je pense que là, tu en as fait un petit peu la démonstration, notamment en disant tout ce que tu fais. Moi, j'ai vu que tu étais doté d'un master en marketing. Ouais. Et ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir, parce que nous, on aime inviter les gens qui font, tu vois. Toi, pour le coup, tu fais, pour de vrai. Et ce que j'aurais souhaité savoir, c'est le CERT qui passait ce master, quelles étaient ses ambitions. Quand on voit ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas tant que c'est éloigné dans la mesure où j'imagine que des notions de marketing te servent aujourd'hui, mais c'était peut-être, tu pensais peut-être pas avoir autant de casquettes, tu vois. Quelles étaient les ambitions déjà quant à l'obtention de ce master et qu'est-ce que tu voulais faire après ça?
C'est l'école, je me suis rapidement rendu compte que c'était un peu une esbrouffe. Hein. Mais là, je le disais tout à l'heure, j'ai toujours 11-12, hein, jusqu'à la fin de la scolarité, parce que je me dis, ça sert. J'ai compris qu'il fallait avoir c'était un atout de l'avoir le diplôme. Mais déjà, dès que j'étais à l'école, j'ai déjà commencé à monter des assos, à faire des trucs. Déjà, quand j'étais à l'école, en stage, quand j'étais en Argentine, on a monté une petite entreprise avec des potes à moi qui existent toujours aujourd'hui. Je suis plus du tout dedans. Mais l'école, le master, c'était, on va l'avoir. Au cas où ça doit être utile. Mais j'ai jamais misé sur ça. Parce que instinctivement, tu savais. Instinctivement, j'ai jamais misé sur ça. Je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. J'ai jamais vraiment su, et je continue à l'apprendre aujourd'hui. J'ai vu mais que je t'es allé loin quand même, parce que t'as fait un crédit pour l'école de commerce. Frérot, j'ai fait un vrai crédit. T'es allé loin. En fait, je me suis dit, moi, je viens de Persan, je fais mon DUT à Sarcelles, et j'ai grandi avec des gars. J'avais pas d'exemple, en fait. Quand j'ai fait mon école de commerce à Pau, je vais donner la raison pour que je suis parti à Pau. J'ai pris la carte de France. J'ai pris la ville la plus loin de Persan-Beaumont. Et je me dis, il faut que je parte. T'avais vraiment l'envie de partir. Je me dis, il faut que je vois autre chose. Il fallait que je vois autre chose parce que je sentais que mon environnement, il me limitait en vision. Donc, il fallait que j'apprenne. Et là même, le stand-up aujourd'hui, je fais ce métier, vous savez pourquoi? Pour apprendre de l'être humain. Je continue à apprendre. Je fais ça pour ça. Comment t'apprends à travers le... Enfin, attends, je te laisse répondre d'abord à sa question. Oui, non, mais... Ok, d'accord. Qu'est-ce que t'apprends à travers le stand-up? On se rend pas compte à quel point c'est de la sociologie positive, l'humour. Pour faire rire les gens, faut comprendre comment le monde des gens il fonctionne. On fait les guignols tout sur scène. Mais frérot, les humoristes, ça fait que parler philosophie pendant 4 heures. C'est ce qu'on fait tout le temps. En fait, j'ai écrit 4 spectacles sur des thématiques. Un sur l'amour, un sur l'argent, un sur l'écologie. Là, c'est sur la famille. Le prochain, ça sera sur l'école. Après, ça sera sur la politique. Après, ça sera sur les religions. Ouais, j'ai storyteller, amour, affaires de famille, j'en oublie un. La fièvre. C'est la fièvre, d'accord. Et une histoire d'argent. Ok. Les 2 derniers sont sur Canal+. Alors, si vous avez Canal, vous pouvez regarder. Si vous n'avez pas Canal, envoyez-moi un DM. Je vous envoie ça direct. J'aime bien. J'ai pas Canal moi-même, donc envoyez un message. Et pourquoi ces spectacles-là? Parce qu'en fait, je me suis dit, Amour sortait d'une relation amoureuse qui était un peu dure et tout à l'époque, et je me suis dit, comment ça se fait qu'on en connaît plus de gens? Pourquoi il y a plus de divorces? Pourquoi? C'est quoi cette phrase? L'amour dure 3 ans. J'ai analysé le sentiment amoureux. C'est quoi ça? Pourquoi on trompe? Est-ce que la fidélité, c'est quoi l'évolution? Ça m'a intéressé. J'ai compris beaucoup de choses. Quand tu l'as analysé, t'as lu des livres, j'ai lu des livres, avec des gens. J'ai discuté avec des gens. J'ai été curieux de nature. J'étais dans des soirées polyamoureuses pour voir en fait, pour comprendre. Ouais. J'ai commandé à des gens polygames, et des gens qui sont. Pourquoi les différents trucs? Et j'en suis sorti grandi. Tu vois, comme je te dis, j'apprends et j'en sors grandi. J'aime les gens passionnés comme ça. L'argent, j'étais en Covid. Et je suis chez moi, je me souviens très bien. Puis il y a plus d'oseille. T'es chez toi, plus d'oseille. Et je vois des documentaires sur Jeff Bezos qui gagne 1 milliard par jour. Mais comment ça se fait? C'est quoi l'argent? Comment moi, tout le monde est en train de perdre de l'argent et lui, il gagne? Qu'est-ce qui se passe? Et d'où ça vient? Comment ça a été créé? Pourquoi on le court après ça? Et j'ai lu Karl Marx, j'ai lu des trucs sur la psychologie derrière de l'argent. Je me suis pris la tête à comprendre le sentiment. Et j'ai réussi, d'ailleurs, ça m'a permis, moi, en tant que personne, de m'en détacher. Et je me suis dit, c'est un outil. Quand tu prends ce que c'est l'argent, même la création de l'argent, beaucoup de gens savent peu. L'argent, ça a 2500 ans. C'est récent de ouf. C'est un gars qui l'a inventé à un moment. C'est le roi de Lydie. D'ailleurs, je sais pas si vous savez. L'application Lydia, ça vient de là, du roi de Lydie, qui a inventé ça. En fait, il voulait payer des soldats. Il a pris des pièces d'or, il a mis sa tête dessus, il a dit, voilà, ça vaut ça. Faites la guerre. C'était vers quelle année, ça? Il y a peut-être 2500 ans avant Jésus-Christ. Il y a 3-4 millions à peu près. 4 millions. J'ai vu un livre de Kalala Mutunde qui dit que la monnaie existait aussi à l'ère de l'Égypte antique. Hein. Ouais, mais c'était... Bon, après, peut-être mais l'Égypte antique, c'est quoi? Il y a 4000 ans? C'est pas... même plus. Combien, tu dirais? Bah, en vrai, je crois qu'il y en a qui vont jusqu'à 8000 ans. Ouais. Il y a les premières civilisations. Est-ce qu'il y avait après, c'est pas ce qu'on appelle de l'argent. Hein. Des fois, échanger du blé contre du tout, c'est de la, quelque part, c'est de la thune. Hein. Faudrait que je me renseigne. J'avoue, j'ai pas assez bien fait mes devoirs à ce niveau-là, mais j'ai vu qu'il y avait une monnaie apparemment égyptienne, mais que tu sais, après, il y a beaucoup de sources qui ont été effacées, etc. Clairement. On va pas tomber dans. Et puis la vision qu'on a est souvent quand même occidentale. Exactement. Donc, mais en tout cas, c'est tout quand même intéressant ce que tu dis. Et en tout cas, c'est récent. Ouais. L'être humain, il a 200 000 ans. Hein. Ouais, donc, c'est-à-dire qu'on a fait l'essentiel de la vie humaine sans oseille. Hein. Quand je dis sans oseille, sans cette valeur bien d'une sûr, pièce. Bien sûr. Un truc. Parce qu'il y avait d'autres moyens, en fait, de transaction. Exactement. Le troc, etc. Exactement. Et c'est vrai que c'est assez récent. Ben, justement, moi, je voulais qu'on aborde le pourquoi de ce sketch parce que je l'ai vu. Lequel? L'argent fait-il le bonheur? Ouais. Fait-il le bonheur? Où tu évoques Jeff Bezos et le fait que là, je l'ai vu aussi. Voilà, le fait que sa femme devient milliardaire comme ça juste après leur divorce.
Je sais que quand on s'était vu à la Tour Eiffel, on avait abordé aussi cette question autour de l'argent. Et j'aime beaucoup ce que tu en dis parce que la réalité, c'est que on a fait en sorte, quand je parle du système, il a fait en sorte que toute notre attention et notre focus tourne autour de ça. Ouais. Dans la mesure où, quand toi tu dis que c'est un outil, il y a des gens qui vont comprendre ce que tu veux dire et il y en a d'autres malheureusement qui ne comprennent pas parce que en fait ils courent après cet argent pour manger, pour payer leur loyer. Et ça c'est la réalité de leur vie. Mais bien sûr. Mais quand tu dépasses un certain niveau de revenu, tu comprends que c'est un outil. Et c'est en ce sens que Loïc disait tout à l'heure qu'on a créé la Nekao School pour expliquer le levier que peut être l'argent quand il est bien utilisé et quand on le comprend, tu vois. Qu'est-ce qui fait que toi, alors tu l'as un petit peu dit là, mais à un moment donné, tu t'es dit, ouh là 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 là, il faut que je comprenne comment fonctionne ce truc et comment tu l'as appliqué. Parce que là, du coup, on passe assez vite, mais j'ai vu que t'as eu un restaurant pendant 3 ans. Les rendez-vous de l'humour étaient un rendez-vous, où t'as justement découvert cet amour pour l'humour. T'as effectivement écrit des spectacles. En fait, t'as toujours eu ce truc de, au lieu de courir derrière les gens, je vais essayer de faire mon propre truc et essayer de retrouver les moyens de monétiser. Comment est-ce que l'argent est devenu quelque chose que tu t'es dit, il faut que je le comprenne, ce truc? En fait, j'en ai pas eu quand j'étais petit, je veux pas des masses en tout cas, et je me suis dit, il faut pas que ce soit un frein. Donc et dans ce cas-là, je me suis rendu compte que, en faisant des choses, par exemple, en jouant aux échecs, ça me faisait un petit atout quand j'ai sur mon CV. Les gens disaient, ah, tu joues aux échecs et tout. Et ça faisait une discussion en plus. En fait, je me suis assez rapidement rendu compte que c'est moi l'argent, en fait. C'est moi qui a de la valeur. C'est fort ce que tu dis. Et très assez vite. Quand on est ouvert le resto, je vais être très honnête avec vous, les gars. On est avec 3 potes à moi, qui sont toujours mes potes aujourd'hui. C'est mes frères, Stan, c'est mon frère et tout. Et on a perdu 250 000 euros dans ce restaurant. Maman! Ouais. On n'a pas d'oseille, frère. On vient de Sarcelles, l'autre il vient de Saint-Denis, moi je viens de Persan. On n'a pas d'oseille pour ouvrir un business sur 250 mètres carrés sur les grands boulevards. Et, techniquement, on n'a pas les reins. On se dit, vas-y, on joue à FIFA. On joue à FIFA et on se dit, moi, je travaille en marketing, je travaillais chez Groupon, je crois. L'autre travaillait en contrôle de gestion à la Défense et l'autre, il était acheteur chez Interflora. Donc, bon revenu quand même. Revenu correct. Revenu correct. On a fait une école de commerce, donc t'as des 2000 balles et tout. Oui. Mais frérot, quand tu... La réussite. Basique. La réussite. Sauf que, vas-y, on est en train de jouer à FIFA et on se dit, les gars, on va faire ça combien de temps, là, encore, là? Non, mais là, c'est bien, on les rigole et tout, mais on va faire ça combien de temps? C'est quoi ces conneries, là? On s'est fait avoir, frérot. On se le dit, on est là, on dit, ça va le travail? On s'en bat les couilles avec toi. On s'en bat les couilles. Et toi, frérot, on s'en bat les couilles, Mais on le sent, on se dit, on a 25 ans, on se dit, putain, tout ça pour ça. Et là, on se dit, un truc bête, on dit, vas-y, on est malin et tout, tous les deux, on s'entend bien. Nous, on monte un business ensemble. Et on se dit, ok, on monte quoi? Je sais pas, on fait pause à FIFA. Et on se dit, souvent c'est des histoires de storytelling et tout, mais c'est la vraie vie, c'est la vraie vie, ce qui s'est passé comme ça. Et on se dit, vas-y, notons sur une feuille 3 idées chacun, et celle qu'on trouve la mieux des 9, on était 4 à la base, Joseph il était parti des 12, et vas-y, on pousse le truc. Vous avez fait pause. Pause. Pendant une partie de FIFA. FIFA. Ça veut vraiment dire que vous en aviez marre. Ah, moi, j'ai toujours été nul, donc ça m'a arrangé. Ah, ok, d'accord. Ah, j'ai toujours été nul. C'est toi, du coup, qui a dévié l'esprit des gens. Ah, franchement, je crois que c'était peut-être moi qui étais le plus motivé à faire un truc. Parce que moi, j'avais un taf, c'était casse-couille. Ouais. On fait pause. Et mon pote, je me souviens, Stan, il marque ouvrir une boutique de sneakers. Moi, je me souviens, ouvrir un truc, une conciergerie pour les bagages et tout. Tu sais, quand tu vas dans un endroit, c'est relou, t'es toujours avec ton bagage, genre tu voudrais laisser 2-3 heures et tout. Et il y a beaucoup de ces business qui existent aujourd'hui, hein. Clairement. Il y a beaucoup de ces business qui existent aujourd'hui. Je te parle, on est en 2011, 2010, hein. Donc, et mon pote, Mathieu, il dit, ouvrir une pizzeria à la part. Tu sais, tu vois, on aime bien pour grailler des pizzas, mais c'est toujours relou, t'as une grande pizza. T'aimerais bien prendre, t'hésites tout le temps. Ça existe à New York. Oui. La pizza à la part. Ça existe de ouf. Ouais. Ici, il y en a un peu aussi. Et de toutes les idées, on se dit, ah non, la graille, on aime bien ça, et quand même cette idée, elle est pas conne, hein. Pizza à la part, ok. On dit, ok. C'est celle qu'on semble le truc, la pizza, ça coûte pas trop cher, et tout. Je crois 2 semaines plus tard, on va à Rome. Mais Rome, à l'époque, où les billets, je crois qu'on avait payé, genre, 15 € l'aller-retour, hein. Ryanair, début d'Ryanair, où tu pouvais faire les allers-retours pas cher du tout, où t'avais juste un sac et tout. On bouffe des pizzas, on va dans toutes les pizzerias et trucs. On dit, vas-y, on parle un peu avec les gens et tout. Ouais, ça coûte pas cher la pizza, faut mettre ça. On dit, vas-y, ça a l'air pas mal cette histoire de pizza à la part. Les gars de banlieue, les gens de banlieue, ils vont kiffer de ouf. Les Parisiens, il y a plein de touristes. On se dit, c'est pas une mauvaise idée. On dit, vas-y, go, on tente. Il s'est passé 2 ans avant qu'on arrive, hein. On continue à travailler et tout, petit à petit. Et on y va au bluff un peu. Franchement, on met on se voit, on fait un business plan parce qu'on a appris ça à l'école. On y va un peu au bluff. Et on cherche des locaux, on finit par visiter des locaux et tout.
Et le moment, en fait, commence à arriver. Et là, les gars, ils font, les gars, on n'a pas d'oseille, hein. Mais j'ai dit cette phrase et je suis content parce que mes potes ils m'en parlent encore. Je fais, les gars, quand il y aura besoin de l'argent, il viendra. Il faut qu'on avançons. Il viendra. Pensons pas. Maintenant, on n'en a pas. Il viendra au moment. On trouve un local et là, il faut commencer à trouver de l'oseille et tout. On participe à un truc qui s'appelle, c'était par initiative. Et ils donnent un dossier par mois de prêt. Donc ils filent un prêt et tout de 50 000 euros, des prêts à taux zéro à des entrepreneurs et tout. C'est difficile à obtenir. On passe le truc, on arrive tous les trois avec nos dégaines de mecs. Franchement, c'est comme si tous les trois on est arrivés dans le truc. Que des gars en Starco et tout, boss de Société Générale et tout. Et ils nous écoutent et tout. Et là, j'ai eu deux déclics. Ils nous écoutent, ils disent voilà, on voudrait créer des pizzas à la part, on ferait un bar à pizza, les gens ils pourraient choisir deux parts, c'est un menu, c'est rapide pour le midi, ça coûte pas très cher, on peut en faire une franchise. Là, on a bossé notre truc, notre sujet et tout. Il fait ok, c'est pas mal cette histoire et tout. Le truc il passe. Il nous appelle le lendemain, ok, on vous donne le prêt, 50 000 euros. Ça suffit pas du tout pour le truc. Hein. Mais c'est un levier. C'est un levier. La vie, c'est un peu comme ça, elle est faite. Et là, c'est peut-être un conseil que je peux donner. C'est le réseau. C'est un truc que d'ailleurs, dans mon spectacle, j'en parle. C'est que le réseau, c'est aussi assez incroyable. On va dans des différentes banques, on sait pas calculer. On va dans une banque populaire, je savais pas où aller. C'est une meuf qui est dans mon école, la conseillère de la banque. On vient d'avoir le prêt à taux zéro, de trucs. J'aurais pas fait cette école, peut-être que j'aurais pas eu. La vie, elle est plus grande que nous. La vie, elle est plus grande. Et puis tu l'as dit, l'argent viendra. Exactement. Moi, j'adore la manière, enfin, la vision que t'as. Hein. Depuis tout à l'heure, là, tu dis des punchlines. Ça, là, ce truc-là, parce que t'as tellement de gens qui se seraient arrêtés avant ça. Ah non, c'est mort, on peut pas. Mais non, vas-y, viens, on y va. On y va. Il va se passer quelque chose. L'argent, l'univers, il est pas si mal fait que ça. La vie, elle est pas si mal faite que ça. Quand tu donnes, tu vas recevoir. Mais c'est pas facile, hein. Aujourd'hui, tu peux dire ça avec facilité. C'est pas facile. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être très hautain quand on le dit, mais il faut quand même écouter. Toutes les personnes qui ont réussi à un moment donné racontent cette chose-là. Bien sûr. C'est le point commun. Il faut pas l'adversité, elle fait partie du truc. Ça se mérite. C'est franchement, ça se mérite. Tu peux pas, la vie, elle te laissera pas réussir sans donner. Et du coup, ton ami à la banque. Elle aime le dossier, elle aime le truc. C'est pas elle tout seule à décider, mais elle dit, ok, ça a l'air bonne idée et tout. Elle nous dit, ok, go. On me file 250 000 euros. 50 000 plus 250 000. On trouve le local. Pas très loin, Grand Boulevard, en face du Jamel Comedy Club. Il y a une salle à l'étage, on fait le pizza à la part. Ça marche pas du tout au début. En fait, ça marche. Parce que les gens sont pas éduqués à ça. Non, je veux dire pourquoi ça marche pas. Quand on a ouvert. Vous savez pas faire de pizza. on a appris, mais on a progressé. Là, je veux dire, le vrai problème qu'il y a avec que beaucoup d'entrepreneurs peuvent avoir, c'est qu'en fait, et je me suis rendu compte, tu sais, quand on a ouvert en 2012, c'était l'époque où, je sais pas, vous connaissez Blend, Big Fernand, Mama, les marques Frenchy un peu. Exactement. Ils ont ouvert en même temps. On est la même génération de créateurs d'entreprises que, ils sont tous encore debout. Hein. Ah ouais, clairement. J'ai vu la différence qu'il y avait. Ils ont de la trésorerie, ils ont de l'oseille. Frérot, on a ouvert le resto, on n'avait plus un centime dans nos poches. Quand t'as vendu la voiture, quand t'as demandé de la thune à tes parents et à la copine, quand le prêt tu l'as cramé parce que t'as fini les travaux, il y a plus, on a ouvert le truc, fallait qu'on ouvre. C'était en novembre, il y avait plus un oseille. On avait plus d'argent pour fermer le resto, on n'avait plus de porte, on n'avait pas de porte. Il manquait 10 000 balles, on n'avait pas de porte. On dit, vas-y, les gars, on ouvre comme ça. On achète un souffleur qui est pour faire chauffer et tout, quand le froid va arriver. Erreur de fou parce que, il commence à faire froid, donc on est obligé de mettre les souffleurs à fond. Et c'est pas le chauffage de la maison. Frérot, c'est des trucs EDF, tu te retrouves avec des 3 000 euros à payer par mois. Tu te trouves au bout de 4 mois à payer des 15 000 euros d'EDF. On ouvre l'ouverture, je me souviens toujours, c'est la dernière fois que j'ai pleuré. Je me souviens très bien, c'est la dernière fois que j'ai pleuré, c'est 9 octobre 2012. J'ai pleuré à chaudes larmes. Je vous raconte l'ouverture. On avait travaillé là, comme on avait un peu de marketing, on avait, avec nos gars et tout, on va faire un truc. On avait une queue du resto jusqu'au Grand Rex à peu près. Donc il y avait une vraie demande. Les gens les écoles à côté. Moi-même, j'en ai pas entendu parler de. Franchement, le truc tournait et tout. Enfin, il a tourné, mais l'ouverture. Plein de gens viennent et tout. Il y a un nouveau truc à nouveau, c'est pas trop cher, ça a l'air bon et tout, on y va et tout. Là, les pizzas, d'ailleurs, on savait pas les faire. Hein. On a appris à les faire. Hein. On a rencontré des gars qui nous ont montré. Moi, je suis parti dans des restaurants. Je me demandais, excusez-moi, est-ce que je peux travailler? Je viens travailler gratuitement pendant une semaine dans votre resto pour apprendre. Ça, faut pas avoir peur aussi. Tant que t'as pas d'argent, donne ton temps. C'est ce qui t'a plus de valeur. Donne de ton temps. Essaye pas te fais pas payer pour un truc que tu maîtrises pas encore. Fais gratis. Tu feras payer plus tard. Donc, on a appris à faire la bouffe. On ouvre le resto.
On n'a pas pris le plafond DF maximum parce que c'était trop cher. On dit, vas-y, on prend pas. On ouvre le resto. On n'a jamais tenté en ouverture avec plein de gens. Ça pète toutes les 2 secondes. Les plombs, ils pètent toutes les 2 secondes. La queue, elle est comme ça. On sert des pizzas froides. Au bout de le truc, faut que je te descende à la cave, rancer le truc. Les salariés sont, il y a des gens qui me demandent et tout. Frérot, j'ai 25 piges. J'ai une queue de bâtard. Je sais tout l'argent que j'ai mis tout mon cœur là-dedans. Et je vois que ça marche. Je vois c'est en train de tomber. Je vois que devant tes yeux. C'est fini. Tout ça, c'est fini. Je monte la dernière fois, je crois la 15e fois le truc. Et je suis en train de chialer, frérot. Je dis, putain, merde. Une mauvaise décision, on n'a pas pris le bon truc. Ça nique tout ton truc. Les gens, ils voient ça. Pour une ouverture, vous savez comment c'est à Paris, les gens sont pas contents. Ouais, d'accord, on reviendra. Ils reviennent pas. Les premiers mois, il y a personne. Toi, tu payes des gens, tu découvres leur SAF. Tu connaissais pas ces gens-là. Leur raquette légale. Eux, tu les connais pas, ils t'envoient des lettres assassines. Tu te retrouves, t'es là, t'as 6 mois de truc, t'as 100 000 balles, t'as un loyer de 10 000. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça marche pas, c'est difficile, on tente des trucs, on crée des trucs, on baisse des tarifs, on fait de la citronnade, on ouvre la nuit pour servir les mecs bourrés du soir. On se tape le soir avec des gars, on est obligé d'avoir des battes de baseball, tout est sur les grands boulevards, on tente des trucs. Ça a quand même duré alors. Enfin, 3 ans. Quand même. Et on a arrêté pourquoi, et je finirai sur ça. On avait décidé on voulait faire une franchise, au bout de 3-4 ans, de faire une franchise et tout. C'était le but. Moi, j'étais avec une fille, ça a arrêté parce que je la voyais jamais. Je me levais à 4h du matin pour faire des desserts. Après, je travaillais toute la journée, je rentrais le soir, j'étais éclaté. Mon meilleur pote, Stan, c'est pareil. On se dit, c'est chaud un peu. Et là, on se dit, c'est pas notre enfant, ce business-là. C'est un business. Mon enfant, je l'abandonne pas. Mais un business, j'ai pas le garder parce que s'il est bancal, il me rend malheureux. Il me fait perdre de l'argent. Je vais pas le garder. Et des fois, il y a des gens qui gardent le business. C'est pas notre enfant. T'abandonnes pas un enfant. Un business, tu laisses tomber, tu avances. T'as appris et tu passes à autre chose. C'est la meilleure leçon que j'ai reçue de ma vie. J'ai perdu de l'oseille. Je devais rembourser. À sortant de ça, j'avais des 2700 € de mensualité. On rembourse à 27 ans, 2700 € de mensualité. J'étais livreur à vélo. Puis je veux commencer le stand-up. Je suis un ouf. Parce que je me dis, je travaillais en entreprise, j'ai retrouvé un job aux Galeries Lafayette. Mais vas-y, j'étais malheureux, je dormais sur le canapé de ma petite sœur. Plus, mes parents, fallait pas qu'ils voient ça. Donc, ma petite sœur, elle habitait peut-être chez mes parents. Je regardais à quelle heure ils partaient pour me réveiller, pour pas qu'ils me croisent. Pendant des mois, je dormais sur le canapé de ma petite sœur. Elle était avec un gars fou allié en plus. Et tu tapes. Je suis livreur à vélo. Le midi, je livre des pizzas à vélo, de la bouffe à vélo. Je vais être humoriste. Je livre des mecs comme Manu Payet, des gars qui vivent de ça et tout. Et moi, je suis là, je rembourse mes dettes, je donne des cours d'échecs aux enfants. Pendant combien de temps t'as remboursé tes dettes? J'ai fini de rembourser il y a 4 mois. Waouh! En décembre 2000. Attends. Depuis 2015, tu payais 2700 balles par mois? Non, c'est petit à petit. Parce que je devais l'argent à part initiative et à d'autres trucs. J'avais l'école de commerce en même temps, fait que j'embourse, et j'ai fini de rembourser et tout. Et fait que je rembourse mon ex, qui ça s'est terminé, parce que ça s'est mal fini. Et là, tu vas être riche, là. Hein? Là, tu vas être riche, ça y est, maintenant que t'as plus de dettes. Oui, mais l'argent, c'est là où l'argent, c'est qu'un outil. Là, je l'ai utilisé pour rembourser. Le temps, j'ai 4000 € de mensualité de gens à payer tous les mois. L'argent, ça se garde pas, Non, c'est un flux. Je suis nul pour le garder. Je le réutilise assez rapidement. Okay. Mais c'était une énorme leçon sur le plan entrepreneurial. Ouais. Parce qu'on ne construit pas ce que tu fais aujourd'hui sans cette expérience, même si elle a été à la dure. Mais c'est aussi le point de départ, on va dire, de ta carrière d'humoriste. Clairement. Au travers des rendez-vous de l'humour. Clairement. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? De fou. Nous, en fait, on se dit, OK, il faut de l'oseille, la bouffe, ça suffit pas et tout. Et on a une salle à l'étage qui est pas trop moche. Qui est en face du Jamel Comedy Club. En face du Jamel Comedy Club. Et il y a plein de gens qui viennent manger. Ramzi vient manger, Sarwin Awazani, Noom. Des gars comme ça, il y a des gars qui, c'est en face du Jamel Comedy Club, qui viennent grailler et tout. Et parce que, en plus, la bouffe est bonne, ils viennent. Et, on se dit, pourquoi pas faire du stand-up en haut? On se dit, faire des concerts, du stand-up, des trucs où les gens peuvent venir parce que la salle d'en haut, elle est pas souvent blindée. Et on commence comme ça. Et donc, au début, on connaît pas d'humoriste. On vient de commencer, on connaît pas d'humoriste. Et on dit, on fait un truc un peu, on dit aux clients qu'il y avait quand même des gars de chez nous, de Saint-Denis, Sergi, qui viennent souvent. Et on dit, il y a un des 3 associés qui va monter sur scène. Venez, il faut que vous voyez ça et tout. Pour lancer la soirée. Et c'était prévu que ce soit toi ou à chaque fois vous tourniez? C'est mon pote Mathieu qui a eu l'idée.
Et en fait, moi, je suis toujours aimé écrire. Je fais du slam et tout. Ok. Et on s'est, en discutant, vas-y, c'est moi qui dois monter sur scène. Je dis, vas-y, ok, go, je le fais, j'écris un sketch. Je monte comme ça pour la première fois sur scène. Hein. C'est plus du marketing qu'autre chose. Hein. Ah, c'était un bide. Humoriste malgré lui. Ah, un bide alors. Tu t'es rendu compte que c'était un métier. 15 minutes éclaté au sol. Un malaise. En plus, c'est l'époque où on fait les accents. Oh là là, frérot, j'avais un sketch sur le site culottesale.com. Nul. Nul. Genre, je vois ça aujourd'hui, j'ai honte. Mais, ça lance le truc. Il y a 2-3 humoristes qu'on invite et tout, des gars de chez moi, Julien et Sommet qui continuent derrière l'humour aujourd'hui. Et il y a un gars qui s'appelle Alexis Nguyen qui aime bien le lieu, il dit, si vous voulez, je m'occupe de la programmation. Alors, ça nous arrange. Et il fait venir des gars comme Paul Taylor, Farid, Boudaïmine, qui viennent de commencer, on est en 2012, hein. 2013, le stand-up, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, c'était il y a 13 ans, quoi. Ouais. Et ils viennent, les Nimbunga, Tania Dutel, Swan Périssé, les gens qui, aujourd'hui, c'est des humoristes professionnels. Et ça lance la machine. Ça lance la machine. Les humoristes à l'époque, on leur donne à bouffer, on leur donne des pizzas en même temps qu'ils viennent jouer pour 10 balles. Ils sont contents. Ils viennent de commencer. La plupart, ils ont quitté leur province pour venir à Paris. Il y a un endroit où ils peuvent bouffer des pizzas gratis. Ils sont contents. Ça développe mon réseau. Quand j'arrête le resto, j'ai dit un réseau d'humoristes que je connais. Je dis, hey, gars, je me lance et tout. Est-ce qu'il y a moyen de jouer? Donc, ils me font rentrer. Je joue au Paname. Et c'est là où le réseau, ça compte de fou. C'est qu'en fait, les connexions que tu fais, tu peux pas y arriver tout seul. Tu peux pas y arriver tout seul. Faut pas tout calculer ce que tu fais. Mais quand tu fais, fais-le avec le cœur, fais-le pas trop mal. Tu dis, cette personne que tu connais de rencontre aujourd'hui, tu sais pas ce qu'elle peut être plus tard. Soit une Périssé qui est une pote à moi, elle venait se changer dans le resto parce qu'elle travaillait et tout. Aujourd'hui, elle a 1 million d'abonnés. C'est des gens, tu sais pas qui est. Tu as pu développer un vrai réseau. C'est ça. Mais en faisant juste des choses, quoi. Il y a cet aspect-là que je trouve très fort et quelque chose d'autre dans lequel je me retrouve pas mal, c'est que t'es pas quelqu'un qui, à un moment donné, s'est dit « j'aimerais faire ça ». Non. Tu te retrouves dans une situation et t'as les yeux ouverts, en fait. Tu vois, t'as la vista et tu sais saisir les opportunités. Exactement. Et tu prends la vague et tu vois où ça va te mener. C'est une grosse force, hein, ça. Tu te poses pas 10 000 questions, quoi. T'y vas, tu fonces. On dit que l'intelligence, dans le sens étymologique du terme, c'est la capacité à s'adapter. C'est pour ça que les gens qui ont des diplômes, c'est pas forcément les gens intelligents. Hein. Ma daronne, elle a aucun diplôme. Cette dame, elle est d'une intelligence rare. Hein. C'est cette capacité à s'adapter, l'intelligence. Notre monde, il est en perpétuelle évolution. Si tu t'as pas peur des challenges et de prendre des décisions, tu vas t'en sortir. Hein. Par contre, il faut effectivement et pas avoir peur c'est un peu pour ça d'ailleurs le jeu d'échecs. C'est un peu, faut accepter de prendre des risques. Et les échecs, c'est ça. Hein, tu prends un coup, c'est pas ce qui va se passer en face que le gars il va faire. Ok, il a fait ça. Bon, attends, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que d'ailleurs j'ai toujours aimé ce jeu-là. Pour ça, ça te prend le mindset de pas essayer de tout anticiper. C'est d'essayer. Tu vas faire un truc, t'anticipes 2-3 possibilités. Tu vas faire un truc. Et il y a d'autres possibilités qui vont s'ouvrir, et tu t'adapteras à chaque fois, Mais non, enfin, en fait, c'est un vrai mélange des deux, parce que dans le jeu d'échecs, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, du moins assez, faut être un peu couillu, tenter des choses, mais sur chaque step que tu vas faire, au plus tu vois les possibilités, le meilleur t'es, tu vois. Tu sais, t'as des gens qui ont 10 coups d'avance, je crois, à chaque coup. Ouais. Parce que ça, je pense qu'il y a des gens dans la vie qui ont 10 coups d'avance aussi. C'est une capacité mentale. Toi, quand tu commences à jouer aux échecs, tu les vois pas, toutes ces possibilités-là. Ça prend c'est en faisant, en fait, c'est en jouant. Les mecs qui ont 10 coups d'avance, c'est juste des échecs. Les mecs dans la vraie vie, des entrepreneurs, c'est juste des professionnels de leur activité. Aujourd'hui, je vois plus ces trucs arriver qu'avant. Parce que c'est l'expérience, et vous, je pense que c'est pareil. Et il faut pas croire que c'est dès le début. Fais tes trucs. Il faut tomber, en fait. C'est en tombant que tu dis, OK, ah oui, il y avait ce trou-là, en fait. Il y a un Dodan là. Ah ouais, il y a ça. Ah putain, c'est vrai que le vent, il peut souffler aussi. Et ça, c'est que l'expérience de la vie. La meilleure chose à faire, c'est d'expérimenter la vie. Moi, j'aime beaucoup ce que tu partages avec nous parce que ce monsieur-là qui est à ma gauche, c'est quelqu'un qui est très connecté, tu vois, sur les énergies et sur le côté spirituel. Et moi, je le suis moins, voire même beaucoup moins. Ok. Mais hier, tu vois, j'ai eu une conversation au travers de laquelle, même si je l'avais déjà intégré et consciemment, en fait, le fait de me rappeler, je me suis dit, putain, c'est quand même une dinguerie, tu vois. Là, en fait, tu nous racontes ton histoire et tu te rappelles précisément de la date à laquelle tu as pleuré pour la dernière fois parce que ce que tu as vécu sur le moment était trop dur, psychologiquement, mentalement, en termes d'épreuves. Et pourtant, cette expérience de 3 ans avec toutes les galères et le fait que tu aies fini tes derniers crédits là il y a 4 mois, en fait, ont marqué un tournant dans ta vie parce que s'il n'y avait pas eu ce désir en fait de tenter quelque chose, tu ne serais peut-être pas dans l'humour aujourd'hui, tu vois. Et j'en parle parce que j'ai eu une conversation hier concernant ma propre histoire. On l'a dit, on a développé la Nekao School, mais la Nekao School,
ne vient pas de là, en fait. Enfin, moi, en 2006, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui veut me vendre des produits financiers. En fait, je lui dis, mais là, monsieur, vous êtes trompé, vous êtes au mauvais endroit. Enfin, là, vous êtes au 16e étage de la tour K de Champigny-les-Mordac. Enfin, de quoi on parle? Et on sympathise. Le mec me propose un entretien. Je découvre le métier de consultant en gestion de patrimoine. Et 18 ans plus tard, aujourd'hui, j'ai une solution qui me permet d'aider mes proches pour qu'ils puissent comprendre l'éducation financière. Et j'ai fait référence à toi quand j'ai parlé avec la personne hier parce que j'ai dit, tu vois, si j'avais parlé de ça avec Loïc, il m'aurait dit, mais il n'y a pas de hasard. Parce que, en fait, j'étais en train de dire, tu te rends compte, le hasard, quand même, que c'est ouf. J'ai décroché. La personne, à l'époque, pour vous dire à quel point c'était vieux, la personne m'a appelé sur mon téléphone de chez moi. Et j'aurais pu ne pas décrocher. Tu sais, souvent, c'était des publicités et j'aurais pu ne pas, là, ce jour-là, je sais pas pourquoi, je décroche et ça a complètement bouleversé ma vie parce que j'ai découvert un univers. Et toi, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que tu es de ceux qui pensent que c'est du hasard? Est-ce que tu y penses des fois en disant, mais en fait, c'est une dinguerie quand même. De base, c'était juste du marketing pour vendre nos pizzas. Et aujourd'hui, tu nous as dit producteur, t'es auteur, t'as 4 ou 5 spectacles à ton... En fait, c'est devenu ta vie. C'est quoi? Je pense pas que ce soit du hasard. Je pense que aujourd'hui, quand tu commences, tu crois que c'est une opportunité. Je vais dire 2-3 trucs. Il y a une phrase que j'aime bien, qui est un prof de l'ESCP qui disait, c'est qu'il y a des gens qui considèrent qu'ils ont de la chance. Lui, il a de la chance, il a de la chance. Ah, t'étais à l'ESCP? Non, mais je regardais les cours et tout. Okay. Je me formais. C'est pour ça que d'ailleurs, ce que vous faites est incroyable. Il faut continuer à se former. Merci. La vie, on est des étudiants de la vie. Hein. On est des étudiants de la vie. On est d'accord. Parce que t'as 40 piges que t'as fini d'apprendre. Si tu penses ça, t'es foutu. On est des étudiants de la vie. On n'a jamais fini d'apprendre cette vie qui est incroyable. D'accord. Il disait ce truc, il fait qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ont de la chance. Je pense pas, c'est de la chance, c'est une opportunité. Les gens qui ont de la chance, c'est des gens qui ont des opportunités qui savent les saisir. Et les opportunités, elles se présentent dans plein de manières. Elles peuvent arriver sur un coup de fil, sur un truc. Et soit tu raccroches le téléphone. C'est pas dire qu'il faut tout faire, tout accepter. Mais parfois, c'est une connexion, c'est là où je crois un peu à l'énergie, c'est que c'est une connexion entre l'opportunité et ton intuition. Et c'est un peu des deux. Et souvent, on s'écoute pas. Parmi ces 10 appels éclatés, il y en a peut-être un qui est truc. Soit ouvert, soit pas fermé. C'est pareil pour l'amour. Tu sais, l'amour, c'est oui, je trouve personne. T'as pas tout. Les gens, ils sont là. Si tu ouvres un petit peu plus peut-être ton cœur et ton esprit, t'auras peut-être plus de chances de. Et la chance, c'est pas de la vraie chance, c'est de l'opportunité de vie. Il y a pendant très longtemps, il m'arrive ça. Aujourd'hui, je vais être hyper honnête avec vous. Je reçois des messages, des fois, des trucs, des demandes de gars, des gars haut placés. Je suis plus surpris. C'est tout ce que j'ai planté depuis que j'ai 12 ans, en fait, que je récupère aujourd'hui. Il y a plus de surprise. Je comprends pourquoi ça t'appelle. Donc Steve Jobs, il disait un truc intéressant. Avant de mourir, il avait fait une conférence, le créateur d'Apple, pour ceux qui ne voient pas, Steve Jobs. J'ai jamais acheté Apple et tout. J'ai jamais été fan de la marque par plein de raisons. Quand le jour, il a dit, je vends pas des produits, je réponds à un besoin. Ça d'escroc. Mais il est malin. Il était très malin. Mais il a dit un truc, il a dit, la vie, c'est relier les points. Et souvent, il faut le recul pour pouvoir relier les points. Il raconte un truc, il est syrien, Steve Jobs, hein. Il vient d'une famille syrienne, les gens ne savent pas. Il est syrien de base. Steve Abdul, les gens ne savent pas, ils connaissent pas. Il a été adopté, par une famille d'Américains et, ses parents, ils ont demandé, ses parents, biologiques, il faut qu'il aille au moins jusqu'à l'université. S'il vous plaît, emmenez notre fils au moins jusqu'à l'université. Donc, il ne s'en battait les couilles de l'école. Mais, il a respecté le truc des parents et tout. Il a toujours été très malin. Et il est en galère, il veut arrêter l'école. Sauf qu'en arrêtant l'école, ses parents disent OK, il lui faut de la thune. Et il trouve un petit job à l'ancienne des années 80, 70 même, du 70, où il écrit de la calligraphie. Tu vois, à l'ancienne, quand tu veux faire des cartes postales, des cartes de Noël et tout, c'est des gens qui savent bien écrire. Oui. Tu vois, les trucs un peu les enluminir et tout à la main et tout. Et donc, il travaille dans cette boutique de cartographie. Et il lui casse la tête. Il dit, je suis malin comme ça, j'arrive à démonter un ordinateur et en monter un autre. Et je suis dans des cartes postales et tout, ça me casse la tête. Des années plus tard, il crée Apple. Et là, le problème qu'il y avait beaucoup de PC, les polices d'écriture, elles étaient éclatées. Mais lui, il avait. Oui, je sais, il fait le Time New Roman. Le truc, il a appris ça de là-bas. À ce moment-là, il savait pas que dans ses ordinateurs, il y a ces polices d'écriture qu'il a appris à ce moment-là. Et là, il appelle ça relier les points. Laisse la vie faire ce qu'elle a à faire, en fait. Il faut, ne te dis pas que ce moment-là, et ça permet, c'est de deux choses, ça permet aussi de pas
être trop triste de ce moment de vie qui est pas forcément facile. Ça permet de pas être trop triste, c'est que laisse-le, c'est un apprentissage pour plus tard. J'ai été livreur à vélo, moi, tu sais, t'as honte, tu t'es casquette baissée et tout. J'ai fini l'égérie Uber Eats. Tu vois, j'ai quoi? Uber Eats pendant un an. Ça a permis de payer une grande partie de mes dettes parce que voilà, mon vieux et tout. Incroyable. Laisse la vie faire ce qu'elle a à faire. Réel, le moment, il est dur, ok, d'accord, mais peut-être qu'il sera bien plus tard. Donc, à tous ceux qui ont des moments durs en ce moment, il est dur, on comprend, tu peux pleurer et tout, mais c'est pas le dernier moment. C'est pas le dernier moment. Tant que t'as encore du souffle, encore de l'énergie, un peu de santé, ce moment-là, plus tard, ce sera peut-être le début d'un beau moment pour plus tard. Et je suis un gars qui j'ai toujours été un peu optimiste. Donc, beaucoup de gens pensent que, j'ai la même énergie quand j'avais pas de thunes que quand j'en ai un peu plus. Donc, il y a des gens, je pense que je suis si millionnaire, les gens, ils vont même pas se rendre compte. Parce que j'ai toujours été un peu comme ça, toujours un peu souriant et tout. Mais c'est un état d'esprit que j'ai essayé de développer au maximum. Tu sais, je suis convaincu d'une chose, c'est que là où pendant très longtemps, la réussite des êtres humains a été faite surtout sur des aspects techniques, développer, travailler, labourer son champ, travailler dur. Je suis sûr qu'aujourd'hui, ce qui va faire la différence, étant donné qu'on a l'intelligence artificielle, l'Internet, les choses deviennent de plus en plus simples. Il y a de plus en plus de métiers qui vont disparaître. Je suis convaincu que ceux qui vont faire la différence, c'est ceux qui se fient à cette fameuse intuition dont tu parles. Clairement. Donc, on doit devenir comme des lecteurs professionnels de cette intuition. Recommencer à nous écouter, à observer notre environnement, à voir ce que la vie nous donne. Tu vois. Sûr. J'ai lu ça dans un livre où ils disent que, en fait, nous, aujourd'hui, les êtres humains, on est 100% centrés sur l'intention interne. Voilà, tout doit partir de moi et qu'il faut qu'on se concentre de plus en plus vers l'intention externe. Ça veut dire tout ce que l'on ne contrôle pas, mais que cette chose-là qu'on appelle Dieu, l'univers ou l'intention externe peut nous donner. Bien sûr. Et c'est ça l'intuition en vrai. Ouais, je pense que nos sociétés occidentales, en tout cas, elles sont déconnectées de l'intuition, où t'es là à tout analyser et tout. Frérot, l'intuition, c'est la science la plus ancienne qui soit. Et c'est déconnecté de ton mental. C'est des millions d'années d'évolution. Si on est en vie encore là, c'est parce que nos ancêtres, ils ont compris ça. Donc quand tu fais, putain, ça, je le sens pas, c'est que tu le sens pas, en fait. Mais on est tellement mentaux qu'on se fie qu'à notre... Et ça, c'est un piège, des fois. C'est un piège. On s'écoute même plus. Putain, je le sentais que... Mais si tu le sentais, pourquoi t'as été? Tu le sentais. Putain, écoute-toi un peu plus. Et on s'écoute pas assez. Et en plus, c'est presque le plus facile, entre guillemets, à faire. Frère, parce que tu vas lire tous les trucs sur Internet. Tu vas lire tout ça, qui vont dire des avis contraires. Tu te retrouves à la fin, tu es comme ça. Je sais pas. Le problème, c'est que c'est pas crédibilisé, tu vois. Si on te demande pourquoi tu as pris cette décision et que tu te dis c'est mon intuition, bah la personne à qui tu dis ça va tout faire pour te mettre face à ton mental. Oh, parfois il y a pas de logique. Non. Mais c'est mon intuition qui me dit ça. Bien sûr. Tu vois, donc moi ce qui me plaît beaucoup dans ce que tu viens de... En fait, encore toi, hein, j'arrête pas de dire punchline, mais c'est primordial ce que tu viens de dire. Il y a les gens qui disent que quand tu arrives au monde, tu commences par pousser un cri. OK? Ça veut dire que le monde là, il est pas facile. Et quand tu intègres que le monde n'est pas facile, en fait, ce que tu as dit, ça m'a fait penser à la vague, on va dire, ou à la pensée stoïque de Marc Aurèle, tu vois. Parce que tu sais que tu vas passer par des moments difficiles, mais ne pas les embrasser, ne pas les accepter en étant persuadé que c'est un sale moment à passer. Et que là-bas, au fond, là-bas, la petite lumière, là, à un moment donné, ça va commencer à grossir. Ne pas accepter ce chemin-là, en fait, ça crée les dépressions. Bien sûr. Ça crée, en fait, du décrochage. C'est-à-dire que les gens abandonnent. Quand je parle de décrochage, parce qu'on est sur YouTube, on peut pas dire, mais tu vois, les gens décident d'en finir, d'arrêter. Et ça, en fait, tu vois, on a tous vécu des moments plus ou moins difficiles. Moi, je sais que quand j'ai été au plus bas, ma seule concentration, même les moments où vraiment j'en pouvais plus, je restais les yeux sur ce petit point blanc là-bas. Parce que je savais que ce tunnel-là, à un moment donné, c'est bon, je vais arriver là-bas. Et pourquoi j'en étais persuadé? C'est parce que je l'ai goûté, ça. Bien sûr. J'ai eu des moments où j'étais bas et quand je suis remonté, mais j'ai eu au centuple ce que je n'aurais même pas imaginé, tu vois. Donc, ce que tu dis est très important. Et juste, avant de te redonner la parole, parce que j'aimerais que tu poursuives là-dessus, en fait, j'ai écouté, je me disais, c'est fou. Hier, j'ai écouté une vidéo, je regardais une vidéo où le mec parlait de la sérendipité. Ouais. C'est quoi ça? C'est le fait que non, je t'en prie, vas-y. L'essentiel des choses qui ont été inventées, c'est du hasard. C'est que tu fais les trucs sans savoir que ça va arriver. Je sais pas, moi, le gars qui a inventé la clémentine,
puisque c'est une invention, par exemple, c'est un gars qui a tenté ça et ça donne quelque chose d'autre. Et beaucoup de choses. C'est-à-dire que tout n'est pas contrôlé, tout n'est pas, je sais ce que tu veux dire. C'est exactement ça. Ouais. Lui, il parlait il aurait pu parler de la clémentine, effectivement, parce que c'est un fruit 100% inventé. Il parlait de la pénicilline. Ouais. Qu'en fait, le gars, il était médecin, bon, il faisait des recherches. Il est parti en voyage, mais en partant, il avait oublié qu'il avait laissé, je sais plus exactement honnêtement, mais ça a créé des champignons. Et quand il est rentré, il s'est dit, et ça a créé du coup ce médicament qui a permis de soigner des centaines de milliers de personnes, pour ne pas dire des millions de personnes, tu vois. C'est beau. Et c'est parti de. J'aime trop ces histoires-là. Ouais, c'est parti d'une erreur entre guillemets, tu vois. Et en gros, quand tu dis que il faut accepter l'épreuve, faut accepter ce par quoi on passe parce que on ne sait pas. Et Steve Jobs, d'ailleurs, je sais plus, je crois que c'est Yale, je sais plus. Ouais. Il a fait un discours où il parle de son parcours en expliquant que le pire moment de sa vie, c'est quand il se fait virer d'Apple, il se fait virer de son bébé. Tu disais tout à l'heure, les entrepreneurs et leur bébé. Il se fait virer de son bébé parce que il a plus beaucoup de parts et que le board décide de le virer. Et il dit qu'il a traversé une période de dépression comme never. Mais il dit sans le fait d'avoir été viré d'Apple, c'est quoi, c'est DreamWorks, Pixar. Je sais. Ouais, c'est Pixar lui qui l'a créé. Ça n'aurait jamais existé en fait. Bien sûr. Ça n'aurait jamais existé. Et du coup, de ce qui était censé être le pire de sa vie est né quasiment le meilleur. Il faut garder, c'est facile à dire, c'est des mots, parce qu'on sait et tout, là, on peut le dire parce qu'aujourd'hui, avec du recul. Mais il y a presque une phrase que j'aime bien dire, c'est pas arrogant de penser que tu vas passer la vie sans problème, hein. T'es arrogant de ouf, t'es qui, toi? Mais t'es qui? T'es un ouf, toi? Tout le monde galère, toi, tu crois que tu vas passer toute la vie là comme ça? 0,80 ans sans galère. T'es un malade, frérot, tout le monde galère sur cette planète. Tu vas galérer, on va galérer, et on va essayer de grandir de ça. C'est arrogant de penser qu'on va pas souffrir. C'est pas vrai. Ça fait partie de ça. Ce qui rend cette vie belle aussi. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que comment apprécier le sucre si t'as pas goûté le sel, tu vois. Bien sûr. Et précisément, là, du coup, je vais peut-être faire un petit pas de côté, sauf si tu voulais rebondir là-dessus. Vas-y, franchement. Parce qu'aujourd'hui, il nous reste 9 minutes. Ouais, c'est ça. Comme toi, t'es dans le milieu artistique et que nous autres, tu vois, qui sommes de l'extérieur, même si le frangin que vous voyez là à gauche a travaillé dans le secteur, a fait les choses que moi-même j'ai essayé, vous le savez pour ceux qui nous suivent, de rentrer. Mais on n'a pas fini. Voilà, on n'a pas dit notre dernier mot. Dans le fameux showbiz. J'ai vu il y a pas longtemps, alors je sais pas si c'est quelqu'un que t'as croisé ou même côtoyé, Edgar Rive, qui disait que pour lui, il n'y a pas de débat en fait. C'est un milieu de fils de, bon, je peux pas dire la suite. Péripapéticienne. Voilà, au point que lui en fait, il expliquait que il considère ne pas avoir de proches ou d'amis en fait dans le milieu. Toi qui es dedans depuis quand même quelques années, enfin, qu'est-ce que tu penses de... J'étais ami avec Edgar, on se parle plus du tout aujourd'hui. Ah, bon, okay. Voilà. Au moins, j'ai mis une patate, pour vous dire. Ah, ok, bon, au moins c'est dit. Mais je lui souhaite plein de bonheur et tout, parce que je souhaite pas de mal aux gens. Quelle transparence, Frangin. Ouais, faut dire. C'est là, en fait, on a été amis pendant longtemps, et puis sur des moments qui n'étaient pas forcément faciles, on s'est aidés, soutenus et tout. Mais, l'amitié, c'est des valeurs et tout, et c'est là, mine de rien, on n'a pas grandi. C'est parce que c'est un Renoir qu'on a grandi pareil, qu'on n'a pas les mêmes codes, quoi. Donc, tu me dis, frérot, je vais te taper, en fait. Et, bon. Bref, je ferme la parenthèse. Mais c'est intéressant. C'est intéressant et, tu vois, pourquoi t'as posé cette question, en fait? Parce que, en fait, moi, comme je le disais, pendant des années, je me suis battu parce que je voulais absolument rentrer dans cet écosystème, tu vois. En fait, c'est pour ça que t'as dit trop de choses, frérot, qui ont fait chez moi. J'étais tellement nul à l'école. Moi, j'avais pas 12, tu vois. J'étais tellement nul à l'école qu'on m'a rabâché toute ma vie que je serais clochard, que je ferais rien de ma vie, que j'y arriverais pas, tu vois. Et j'y ai cru. Et c'est fou parce qu'encore une fois, j'en parlais hier soir. Moi, jusqu'à mes 26 ans, j'ai cru que je raterais ma vie. C'est-à-dire que j'avais des terreurs nocturnes. J'ai eu des moments d'angoisse très, très poussés. Parce que pendant 5 ans, j'ai mis ma vie entre parenthèses parce que je voulais absolument percer dans la musique, parce que j'étais fan de musique, j'étais véritablement passionné, mais surtout parce que je voyais cela comme étant le seul moyen de prendre l'ascenseur social. Je savais que je voulais pas bosser. Je savais que si je bossais, du fait que je n'avais pas énormément de diplômes, je n'ai qu'un bac plus 2, je serais cantonné à 1500 € par mois toute ma vie. Et quand j'ai compris que j'y arriverais peut-être pas, mon monde il s'est écroulé, tu vois.
Et donc, d'avoir des gens qui sont dedans et de les entendre dire, au travers notamment du frangin, que c'est un milieu de requins. Est-ce que tu es d'accord alors? Je pense que c'est pas un milieu facile, c'est un milieu concurrentiel. T'es là, on fait le même métier et tout, mais sur scène t'es tout seul. Hein. Donc il y a quand même très solitaire comme il y a des amitiés qui se font par intérêt, opportunisme. Il faut l'accepter. Effectivement, moi mon très bon pote du game, je le connaissais avant en fait. C'est un gars avec qui j'étais à l'école ensemble avec lui. Aujourd'hui, on est toujours potes. J'étais témoin de son mariage. Et c'est mon gars du game. Et je pense que ça continuera à avancer. Je connais d'autres gens, mais je peux pas dire que je suis pote avec beaucoup d'humoristes. Hein. Parce que c'est inhérent, en fait, à ces industries-là. À la musique, je pense que c'est pareil et tout. C'est beaucoup de... T'as ami jusqu'à qu'il y ait un conflit d'intérêts. Après, moi, je suis un gars loyal. Donc, c'est-à-dire que même si on n'est plus potes, je te ferai jamais de mal. Là, Edgar, je le dis parce que même je crois que lui, il le dit aussi en podcast, et je lui ferai jamais de mal en soi. Enfin, juste que la métier, ça se termine. Et comme on est des bonhommes, c'est pas grave, ça se termine comme ça et on passe à autre chose. Mais, qu'il y aura pas de réconciliation. Surtout si c'est pour l'insulte que t'as dit. Bon, c'est vrai que c'est... c'est énervant. C'est énervant. Mais peut-être dans le temps, peut-être on fera tellement occupé que juste ça, c'est dommage. Ouais, c'est sûr. Bon, il y avait 2-3 trucs encore. Ok. Mais on est très occupé, donc en soi c'est pas il y a moins cette quand t'as 16, 17, 18 ans où t'as ton amitié et tout, ton gars, frère, aujourd'hui, j'ai même pas le temps d'avoir personne me manque hein. Mais je trouve que tu dis un truc, tu relèves quelque chose de très juste, c'est que j'ai la sensation que dans les milieux justement artistiques, les artistes attendent trop de leurs confrères et consoeurs. On va faire ça. Et moi, c'est des collègues de travail. Mais c'est exactement ça. De travail. Hein. À un moment donné, dans une vie normale, tes vrais amis sont, enfin, tu les comptes sur les doigts d'une main. Point barre. Et c'est pas dans ton secteur professionnel que tu vas rencontrer ton meilleur ami ou ta femme, sauf une fois de temps en temps. Et ça va pas être tout le monde. Ça va être une personne. Bien sûr. Et ça, j'ai la sensation que dans le milieu artistique, on le mélange un peu parce que comme ça se fait beaucoup sur le réseau, sur des moments assez exceptionnels que tu passes, bah, t'auras tendance à en attendre plus de la personne. Alors, faut pas oublier que, on est avant tout là par intérêt. Exactement. Quand j'ai commencé ma carrière, je n'ai pas commencé avec toi, j'ai commencé solo. On se croise en chemin, on se construit en solo, on fait croiser nos chemins de temps en temps. Et si après, il peut y avoir des belles rencontres humaines, hein. Mais comme tu dis, c'est comme la rencontre amoureuse, c'est rare les belles rencontres humaines, hein. Tu vas pas être là parce qu'on a le même métier, être pote avec toi, c'est pas vrai. Alors, demande aux sportifs, parce qu'ils sont dans une équipe de quelqu'un, ils ont pas choisi d'être dans l'équipe de cette personne-là. Il y a un coach, un club, un président de club, les amis ensemble à un instant T. Et donc, tu te croises, et quand tu vas aller dans un autre club, peut-être tu vas rester pote avec un ou deux et tu vas oublier les autres. Quand t'es dans une colo, tout le monde s'entend trop bien parce que t'es ensemble et tout. Dès que c'est fini, tu rentres chez toi et t'oublies un peu les gens. C'est la vie humaine. C'est la vie. Donc, si tu mets beaucoup d'attentes dans ça, tu peux être énormément déçu. Moi, l'être humain, je l'aime. Mais je le connais un peu. Je me demande pas s'il va me la mettre à l'envers. Je me dis quand il va me la mettre à l'envers. C'est quand il va me. Et c'est pas qu'il est méchant, c'est qu'à un moment, son intérêt personnel, il sera au-dessus de l'autre intérêt collectif. Donc il va faire ce qu'il a à faire. Donc ça veut dire si tu dis quand il la mettra à l'envers, ça veut dire que toi-même tu te demandes quand tu la mettras à l'envers. Ben en fait, c'est une question de définition. C'est-à-dire mettre à l'envers, c'est pas négatif pour toi. En fait, quand tu fais une action, il y a forcément une réaction, une conséquence. C'est pas que t'as forcément envie. Mais l'action va être là. Moi, je suis producteur, je produis des spectacles, je fais jouer des gens, je n'en fais pas jouer d'autres. Donc, il y a des gens qui vont mon action, qui vont la considérer comme la mettre à l'envers. Et ils ont le droit de la considérer comme ça. Mais c'est juste que moi, j'ai fait un choix. Et mon choix, il a été, la chaîne, elle veut cette personne-là. Toi, tu te considères comme marrant et tout, mais t'es pas dans le truc. Donc là, je sais pas te prendre, frérot. Il va dire, ouais, mais on se connaît depuis des années. Mon ref, c'est pas contre toi. Et tu vois, tout n'est qu'une question que je prenne cette décision-là. Parce que il faut que je produise mon émission, en fait. Et lui, il va dire que je l'ai mis à l'envers. C'est pour ça que je suis très attaché sur la formulation, tu vois. C'est que dans le fond, c'est pas qu'on la met à l'envers. Non, ouais. Et c'est surtout que tu fais des choix qui parfout vont être désagréables. Bien sûr, évidemment. Tu vois. C'est important les formulations parce que dire que tu veux la mettre à l'envers, ça veut dire que tu fais vraiment quelque chose pour que ça coûte à la personne. C'est pas ça. Même si tu le vis comme ça à ces moments-là. Je reviens sur le fait que tu m'as dit que tu étais producteur, comédien, etc. Ouais. Déjà, est-ce que ça paye bien de produire et de... Franchement, ouais. Aujourd'hui, ça paye mieux d'être humoriste et producteur. En fait, c'est mécanique. C'est que je suis la même personne, mais ma valeur, elle monte. C'est-à-dire que je fais le même travail, mais je suis mieux payé pour. Parce que la personne que je suis a plus de valeur qu'avant. Avant, je te disais, tu me donnais 200 balles, j'étais content. Ouais. Aujourd'hui, frérot, tu me veux, faut que tu rajoutes un zéro et parce que, donc
ça demande même pas beaucoup plus de travail, hein. C'est ça qui est un peu, quelles que soient les activités. Tu t'auto-valorises quelque part. C'est le statut. C'est un statut, exactement. Dans le sport, c'est pareil. Au début, tu fais du foot dans un petit club et tout. Tu continues à faire du foot, hein. Mais si tu montes 2 clubs, ton club est plus tu seras mieux payé. Par contre, tu fais le même sport que tu faisais avant. Donc, mon job, c'est d'augmenter ma valeur. Et c'est ce que j'essaie de faire en faisant des bons spectacles. J'ai 2 spectacles qui sont sur Canal+ actuellement. Donc, ça veut dire que, c'est pas un petit gars. C'est que mon CV, il fait en sorte, tu tapes mon nom. Ah oui, il a fait ça. Donc, quand ils me parlent, ils m'appellent, les gens, ils osent même pas est-ce que tu pourrais venir gratuitement? Alors qu'avant, ils osaient le faire. C'était pas méchant. Aujourd'hui, tu connais ta valeur. J'ai plus de valeur. Et c'est pas facile de mettre ta valeur, hein. C'est pas facile, c'est un truc qui est assez difficile. Mais il faut le faire. Surtout quand t'es un artiste indépendant, il faut que tu connaisses ta valeur. Et c'est entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que ne te crée pas une valeur qui est pas la tienne, hein. Sinon, tu ne sortiras pas. Faut être le plus honnête possible. Exactement. Mais quand même. Et tu produis d'autres artistes aussi? Non, je produis pas l'artiste parce que je produirai jamais l'artiste. Je produirai pas d'être humain. C'est trop galère de produire des êtres humains. Ah ouais? Je connais notre espèce, ça, pas la tête. Les artistes là, avec leur ego, non. En fait, c'est un mariage qui va se terminer. C'est sûr et certain que produire un artiste, j'ai plein de potes qui ont été produits, ça a toujours fini en procès, en truc, en embrouille. Parce que c'est mécanique, c'est inhérent à l'artiste. Quand tu signes à un certain moment, au début d'une carrière, t'as besoin d'aide. Quand t'es arrivé, t'as l'impression, c'est grâce à moi, tout ça. C'est naturel, hein. Je suis même pas dans la critique, c'est naturel. Et en fait, l'intérêt qu'il y avait au début, il est plus là du tout. Et ça finit par s'embrouiller. Mais est-ce que le producteur n'aurait pas peut-être intérêt à prendre ça en compte, à produire, à gagner, parce que les deux gagnent, et à un moment donné, à savoir laisser... Aujourd'hui, ce qui se fait qu'il n'y avait pas avant, aujourd'hui, la plupart des artistes ont une boîte de production. C'est-à-dire ils coproduisent leur spectacle. Quand ils sont assez forts pour le faire, ils coproduisent leur spectacle. Il n'y a aucun artiste qui est connu, en tout cas dans l'humour, parce qu'on a rapidement appris. Beaucoup d'artistes sont entrepreneurs, un peu moins dans la musique, je trouve. Et c'est pour ça que d'ailleurs les humoristes, je pense, gagnent beaucoup plus que les musiciens et les chanteurs, parce que la plupart des artistes que tu connais, là, ils sont tous producteurs, hein. Ils ont tous des boîtes, hein. Parce que non, tu vas pas être juste mon producteur. Frérot, on va produire ensemble. C'est-à-dire que l'argent, il va arriver, la billetterie, j'ai fait remplir un Zénith, il y a 5000 tickets à 50 euros, ça fait 250 000 euros, tu vas pas me donner 10 000 euros. Non. Je sais combien il y a de billets dedans, on va partager. S'il faut, je mets 50 000 pour pouvoir payer, si tu peux le faire. Et si je peux pas le faire, ma valeur, je sais pourquoi les tickets ils ont été vendus. Les humoristes, un peu, d'ailleurs, pourquoi beaucoup de gens disent les artistes sont bien payés. Mais en fait, c'est un truc qui est très simple. C'est comme les sportifs, en tout cas dans le foot, c'est que t'es payé, tu sais ce que tu rapportes. Tu sais exactement c'est ce que tu rapportes. Bien sûr. Donc, frérot, tu vas me rendre une grande partie de ce que je rapporte. T'aurais pas vendu ces tickets si c'était pas moi. Là où, quand t'es dans une entreprise, c'est un peu flou, tu sais pas trop. C'est pour ça, d'ailleurs, les commerciaux sont ceux qui gagnent le plus dans une entreprise. Parce qu'ils savent ce qu'ils rapportent, hein. Quand tu sais ce que tu rapportes, tu me reverses une partie de ce que je rapporte. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur la valeur perçue de la personne que tu es. Ce qui t'a permis, au fur et à mesure, tu vois, de monter en revenus. Il y a un élément qu'on n'a pas évoqué après du coup le resto, les rendez-vous de l'humour, et tu nous as expliqué ce qu'il en a été un petit peu des galères, mais Frangin, t'es rentré au Jamel Comedy Club. Ouais. Comment s'est fait la rencontre? Comment s'est passé du coup l'expérience? On en a entendu pas mal, hein, de la part de différents humoristes qui sont passés par, j'ai presque envie de dire cette école, parce que ça a eu un impact très important quand même, le Jamel Comedy Club. Et ensuite, on parlera d'éducation financière, mais j'ai précisément... même vu que t'es passé sur TF1 aussi. Ouais, j'ai fait toutes les chaînes de télé, hein. Aujourd'hui, je pense que le Jamel Comedy Club n'a pas le même rôle aujourd'hui qu'il avait il y a 20 ans. 2016, je crois. Bon, ça fait 2006. Ça fera presque 20 ans. C'est-à-dire qu'il était tout seul. Il y a 20 piges. Donc, la première génération, ils sont tous des rostas. Coolio Tagbo, Thomas Ndijol, Fabrice Eboué, Blanche Gardin. Il y avait que eux. Donc, c'était impossible de réussir presque sans passer par cette école-là. Moi, je l'ai fait en 2017, donc 10 ans après. Aujourd'hui, on est en 2025, donc presque 10 ans après. Aujourd'hui, tu peux faire une carrière sans passer par le Jamel Comedy Club. C'est toujours... La porte ouverte par Jamel est incroyable. Elle permet d'avoir créé tous ces enfants aujourd'hui, là. Mais il y a moins cet impact. Tout comme Montreux avait ce truc-là qui était un tampon quasiment indispensable. Aujourd'hui, il y a moins. Faut l'accepter. Pourquoi? Grâce à Internet. Internet est aujourd'hui ce nouveau endroit où tu es quasiment obligé de... C'est plus important d'avoir des abonnés aujourd'hui que de faire le Jamel Comedy Club. Parce que si t'as des abonnés, tu feras le Jamel Comedy Club, en fait. Hein? Il y a l'offre qui s'est ouverte aussi, non? L'offre,
En termes de comedy club, t'as beaucoup plus de comedy club alors qu'avant. Mais les comedy club, moi, d'ailleurs, le restaurant que j'ai ouvert en 2012, aujourd'hui, c'est un comedy club. On avait peut-être un peu trop d'avance. C'était pas encore assez à la mode. Aujourd'hui, c'est devenu un comedy club. Mais oui, l'offre a complètement évolué. Avant, pour vivre en étant humoriste, il y a même 10 piges, il y avait pas beaucoup de lieux. Il y avait le Jamel Comedy Club, mais tu joues pas si souvent que ça, parce qu'ils ont leur propre troupe. T'avais le Café Oscar et le Paname qui venait d'ouvrir. Aujourd'hui, et c'est là où c'est les artistes sont des entrepreneurs, 10 ans plus tard, t'as le Fridge qui est ouvert par Kev Adams, qui en a un Fridge à Paris, à Rouen, à Montpellier, à Bruxelles. Il a ouvert 4. T'as le Sarfati qui a été ouvert par Farid. T'as le The Joe qui a été ouvert par Baptiste Le Caplin. Là, il y a Artus que je suis en train d'ouvrir. Et ça fonctionne? Ils fonctionnent tous. Qui ouvre le sien, le Barbès qui est ouvert par Charles Soignon. Le monde du stand-up, c'est vraiment rentable, quoi. C'est demandé. Mais en fait, c'est le rap d'IA, à l'apogée du rap. Tout le monde veut du stand-up. Les gens veulent rire, quoi. Et des gens veulent rire. Et pourquoi? Parce que le monde est plus compliqué. Plus le monde sera compliqué, plus les gens voudront rire. C'est lié, hein. Faut pas croire que c'est intéressant ce que tu dis. L'humour, c'est pas juste rigoler. C'est sociétal. Moi, au début, je pensais que c'était juste pour rigoler. Aujourd'hui, je comprends. Je comprends pourquoi les gens viennent voir du spectacle. Et pourquoi ils continuent à le faire. Et pourquoi peut-être ils le feront de plus en plus. Le monde, il est de plus en plus compliqué. Et l'humour, c'est une manière de simplifier le complexe. On regarde notre société, on analyse. Un humoriste, ça simplifie le complexe. Ça, tout ce que tu peux vivre, quand tu comprends pas et tout, Trump, Gaza, c'est pas, tu comprends pas. Et notre travail, c'est en 2-3 punch de faire comprendre ça. Et ça, c'est un truc, c'est qui a l'air bête comme ça, mais c'est ça notre job. C'est complémentaire, en fait. C'est exactement complémentaire. Et en plus, c'est une cartographie de ta société. Si tu veux savoir, que tu veux voir comment les télépopes du 18e, regarde Molière, regarde Voltaire, regarde leurs pièces de théâtre, et tu comprends comment ils vivaient à cette époque-là. Dans 100 ans, regarde Dave Chappelle. Tu comprends comment les États-Unis à cette époque-là. Le job, c'est d'être un miroir de notre société à l'instant T. Coluche, c'est pas pour rien que ce gars-là, il a pas été oublié. Ce job-là, il existera toujours. Parce que c'est une compréhension sociétale d'un monde universel. L'humour, c'est universel, mais c'est aussi sociologique. En fonction des pays, c'est pas pareil. Et c'est ça notre job. Sauf que comme la magie ou comme différents trucs, il faut pas trop le dire. Parce que les gens, ils veulent croire que c'est facile. C'est pas si facile que ça. Il faut qu'on comprenne comment le monde, il fonctionne pour pouvoir en faire rire. Il faut qu'on te simplifie le complexe. C'est ça notre job. Ok. Et du coup, avec tous ces éléments-là, on l'a dit, hein, t'es passé sur Canal+. Ouais. Pour moi, t'es passé chez tous les plus grands. Ouais, Et on en parlait un peu off caméra. Tu as quand même cette volonté aujourd'hui de créer quelque part ton canal de diffusion. Ouais. Pourquoi? Parce que, moi, déjà, la télé, tu sais que tous les trucs que je suis passé, j'ai même pas vu moi-même. J'ai pas de télé. Okay. Sur TF1, je fais VTEP, j'ai jamais vu l'émission. Jamais vu l'émission. Montreux, j'ai jamais vu moi-même, je les ai pas vus. Il y a des gens qui m'envoient des messages, j'étais passé, possible. J'ai pas de télé. Donc, j'ai pas de télé parce que ça me plaît moins ce que j'y vois. Ça me plaît moins ce que j'y vois parce que le média, je comprends comment c'est du business. J'ai cette phrase qui m'a toujours marqué de Pascal Nègre, ce nom toujours fait, qui était l'ancien boss de TF1, et il disait cette phrase, je sais pas pourquoi elle dit ça, c'est un ouf de l'avoir dit. Mon job, Universal, non? Universal. Ouais, c'était Universal, Pascal Nègre. TF1 aussi. Ah oui, il a été à la tête de TF1. Ouais, je crois. Ok, d'accord. Je sais que c'était Moujotte, mais ok, je savais pas. Après, en même temps, Vivendi, c'est Universal, hein. Ok. Enfin, ça a été, c'était le même groupe à l'époque. Donc, peut-être. Et elle a dit cette phrase, mon travail avec TF1, c'est de vendre du cerveau disponible pour Coca-Cola. Ah oui. Ah, ouais. Et en fait, j'ai compris que c'était ça, la télé. Ces frérots, ils font des contenus pour vendre de la pub. Donc, quand tu fais ça pour ça, tes contenus, au bout d'un moment, ça se voit que c'est de la merde. Okay. Si c'est de la merde et que les gens vont regarder, oui, donc tu fais les ch'tis à Mykonos, l'opération séduction. Et en fait, la télé, il y a 2-3 beaux programmes. Mais elle est faite pour vendre de la publicité. Et quelle est toi ta volonté si tu crées? J'ai pas envie de réfléchir comme ça. J'ai envie de créer des contenus qui peuvent plaire aux gens, qui peuvent élever un peu les gens. J'ai pas envie me dire, ouais, il faut que je bicrave de la pub pour ça. Parce que l'être humain, il est comme ça. C'est comme si quand tu fais des trucs que pour de l'argent, tu prends pas les mêmes décisions, en fait. On en parlait avec Jean-Claude Barny la semaine dernière et on disait qu'on est vraiment sur une espèce de transition. Pendant très longtemps, on a vécu dans un monde où la finalité, c'était l'argent. Ouais. Mais aujourd'hui, on a besoin d'autre chose. Il faut d'autres choses. Il faut d'autres choses. Parce qu'on a connu des gens qui ont de l'oseille et tout. On en connaît, on en a peut-être un peu. Frérot, soyons honnêtes un instant. Et s'il faut le répéter, même si c'est une phase basique, frérot, c'est pas ça qui rend heureux. Il faut en avoir parce que le monde, il faut du sens. Si t'as pas de sens, tu vas péter un câble. S'il y a pas de sens dans ce que tu fais, ça va te faire péter un câble. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas dire, mais
qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, donc j'ai 60 piges. Et donc, les 30 dernières années, j'ai pas compris. J'étais en vacances dans les endroits où tout le monde va en vacances. Donc, en fait, j'ai même pas créé de souvenirs. Parce que tout le monde a le même souvenir. Un souvenir, c'est un truc qui t'appartient à toi. Si tout le monde a la même chose, c'est pas un souvenir. Quand t'as créé un truc, quand t'as fait un repas avec tes potes, t'as tapé des barres, ça, c'est un souvenir. Parce que ce moment-là, il est unique. Et le but, en créant ce média, c'est même pas, c'est pour les gens de créer des contenus, mais c'est pour moi aussi, en tant égoïstement, de créer des souvenirs, créer une aventure de vie qui m'intéresse, tenter des trucs, rater, créer un programme. C'est putain, frérot, on a créé ça. C'est créer des phrases qui disent, putain, on a fait ça. Tu te souviens qu'on a fait ça? Je crois que le but de la vie, c'est juste ça. Quand les yeufs, ils racontent des trucs quand ils avaient 20 piges. Moi, j'ai travaillé en maison de retraite. Frérot, les yeufs, en fait, il y a un truc qu'on oublie dans la life. Et j'écrivais des trucs pour les vieux en maison de retraite, des sketchs, et je me souviens toujours. Ils avaient tous 80, 85 ans, 90 ans. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils sont très lucides par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Et on discute. Il y a des trucs que vous regrettez et tout. Frérot, t'as les trucs qu'ils n'ont pas fait quand ils avaient 20 ans, ils s'en souviennent encore. Il a 92 ans, le monsieur. Donc, quand tu crois que le temps va passer à faire des trucs, je vais faire ça et tout, après, je vais faire ça plus tard. Frérot, si t'as pas fait ce que t'avais vraiment envie, même si ça a été difficile, tu t'en souviendras toute ta life, hein. Et je pense qu'il n'y a rien de pire sur Terre que de fermer les yeux la dernière fois et dire, putain, je suis passé à côté. On est complètement d'accord. Et donc, ouais, voilà. Tu vois, je te disais ça parce que nous, on le dit, hein, on a développé la Nekao School. Et la Nekao School, c'est vraiment la possibilité de pouvoir développer ton éducation financière. Et il faut pas penser qu'on l'a créé parce qu'on estime que l'argent, c'est ce qu'il y a de plus important dans ta vie ou c'est la finalité de quelque chose. Mais c'est comme si l'argent est un facteur capital et important dans notre société, mais qu'il faut savoir quelque part réaxer, tu vois. Là où pendant très longtemps, on l'a mis en numéro 1, faut juste lui changer de place, mais quand même lui accorder une importance. Évidemment. Et c'est quoi cette importance? C'est d'en maîtriser les règles pour pouvoir effectivement donner du sens à ta vie. Toi, comment est-ce que tu gères cet argent à titre individuel? Parce que il y a tout ce que tu développes d'un point de vue pro, mais comment est-ce que tu gères ça personnellement? Je pense que je suis pas très fort en gestion d'argent. Ok. L'avantage que je peux avoir aujourd'hui, c'est que je sais que, vu tout ce que j'ai mis en place, je sais que normalement j'en manquerai plus à part accident de la vie. Ça aussi, ça rassure l'esprit. Ça rassure l'esprit. Là, en ce moment, c'est un peu dur parce que j'ai embauché qu'il y a 2 personnes. Je viens de commencer le nouveau spectacle, donc c'est un peu difficile. Mais vas-y, j'ai juste à tenir un peu, ça ira un peu plus tard. Ça ira un peu plus tard. Donc, c'est vraiment ce truc de rotation. Cette certitude-là. Ouais. Et elle est dure. Elle est pas liée à de la gestion alors, non. Mais elle est liée au fait que tu sais comment faire de l'argent. Et je sais comment le faire. Parce que tu as des compétences que les gens auront besoin, que tu connais un peu ton industrie, tu connais un peu les gens et tout, et donc tu vas en faire un peu plus tard. Et ça, je pense, honnêtement, c'est le truc qui m'accorde le plus de paix d'esprit. Et c'est le plus dur, c'est pour ça qu'il faut se taper au début. Au début, tu sais pas comment faire. Mais tu cours après et tu sais pas. Et au bout d'un moment, t'es même plus, tu sais comment en faire. J'ai une petite question par rapport à ça parce que j'arrive à percevoir des choses. Aujourd'hui, tu as la certitude que tu sais faire de l'argent, mais ça te demande de l'énergie de faire de l'argent. Bien sûr. Et on parle quand même de quelque chose, c'est que parfois, il faut savoir se prémunir. On ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Si à un moment donné, tu as une baisse d'énergie pour X raisons, est-ce que tu auras toujours de l'argent qui va tomber ou pas? Là, honnêtement, je mets tout en place maintenant. Ok. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais pourquoi j'ai un enfant? Donc aussi, je réfléchis plus que pour moi. Il faut mon challenge là, avant que mon enfant ait 3 ans qu'il est à l'école, c'est de mettre tout ça en place. C'est mon but. Et le média aussi, c'est aussi pour ça. C'est de créer des trucs qui n'ont pas besoin de moi. C'est de créer quelque chose qui ça puisse tourner. Parce que la thune, si elle dépend de toi, qui disait, si tu veux manger, trouve un taf. Si tu veux être riche, trouve autre chose. Pour faire de l'oseille, il faut pas que ça dépende de toi. Faut que quand tu dors, l'argent il continue à rentrer. Et toutes ces émissions de télé, par exemple, c'est ça aussi. C'est de la SACD qui rentre là, je te parle, je viens de recevoir un mail de la SACEM. L'argent il va rentrer, je suis content. Et ça dépend pas de moi. Et c'est mettre tout ça en place. Et ça c'est hyper important de mettre des trucs qui dépendent pas physiquement de toi, parce que sinon tu seras toujours bien de courir. Et là je suis en plein dedans. Donc là je te dis, c'est pas financièrement, j'ai un petit peu d'oseille de côté, pas des masses, mais je sais que j'ai quelques trucs là avec des bons chiffres pour faire que je vais tout de côté pour pouvoir assurer ce matelas-là. Et il faut absolument que je le fasse parce que on est toujours limité par un moment physique, on est des êtres humains et on ne sait pas ce qui peut arriver. Et si même le stand-up, là j'ai des 14 plans B,
Si stand-up, ça marche, la production, j'arrête, j'ai toujours la scène. Et ça dépend que de moi. Je monte sur scène, je me prends la tête, je trouve des salles, je vais jouer. Mais si je joue devant 50 personnes, si je joue devant 50 personnes par jour, ça me fera à la fin quand même un petit 600 €, 800 €, 1000 € par semaine. Ça fera 24 000 € à la fin du mois. Et si j'arrête pas, j'ai mon club d'échecs, je donnerai moi-même les cours d'échecs. Je suis payé 65 € de l'heure. J'en donne tant. Tout ça, j'ai 14 000 plans B. Et là, je commence à donner des cours dans une école et je commence à donner un peu de cours. Ça fait que même si je pourrais encore faire ça. Et là, je commence à écrire un film. C'est-à-dire que même si je peux plus marcher parce que la nature a fait que j'ai un accident, mais j'ai encore mes mains et ma tête, je pourrais quand même écrire. Frérot, j'ai prévu 14 plans B. Mais quand même, la mort qui m'arrêtera. Quand même lié à ton énergie. Qui est lié à mon énergie. Mais si elle baisse et que physiquement je peux pas, j'ai quand même anticipé le truc. C'est bien. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, sur la volonté de ces multinationales, quand tu parlais de l'industrie, notamment de la télévision, etc., d'abrutir les masses pour leur vendre du coca. La vérité, c'est que, enfin, on en a suffisamment fait, tu vois, référence de cette Nekao School, mais c'est aussi pour ça qu'on dit que c'est important de comprendre le monde dans lequel on évolue. Pourquoi ? Parce que t'as la télévision, d'accord, je sais pas, TF1, pour ne pas les citer, et t'as le média de certes. La vraie différence, c'est que t'as un média qui est supporté par des actionnaires à qui tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, il faut dire, regardez, la courbe s'étend, regardez, on a explosé le chiffre d'affaires. Tous les ans. Si tu n'as pas ça, si TF1 n'est pas en capacité de présenter ces courbes-là, il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses, donc ils ne peuvent pas se permettre. Ils sont esclaves du capital. Clairement. Là où certes, en fait, jamais de la vie il va être dépendant de ça. C'est-à-dire que déjà, il n'a peut-être pas fait appel au capital pour lever de l'argent, d'une part, ce qui lui permet d'être indépendant, et d'autre part, c'est au travers de la valeur qu'il va proposer qu'il va faire de l'argent. Clairement. Tu vois ? Et ça, en fait, c'est très important. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de parler d'argent et de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, parce que les dynamiques derrière te permettent de développer et de voir les choses sous un paradigme totalement différent. On vit une époque extraordinaire où on a le droit de citer aujourd'hui. Ouais. Là, il y a 20 ans, sans Internet, on t'a pas demandé ton... Je crois que t'es un 86. Un 86, voilà, en fait, c'est ce que j'avais vu. Donc, t'es né à l'époque où il n'y avait pas Internet. Oh oui. Tu vois, on n'avait pas les smartphones. Aujourd'hui, les cartes sont totalement redistribuées et on peut être en capacité de faire force de proposition, de droit de cité par rapport à qui nous sommes, par rapport au discours et à la narrative qu'on veut effectivement partager au monde. Et on le disait tout à l'heure, mais franchement, même par rapport aux gens qui nous suivent, si demain ou après-demain, vous avez besoin de Love Money pour pouvoir développer le projet, etc., parce que on sait que c'est quand même des projets qui sont coûteux, bah, avec grand plaisir, la Nekao School... Vraiment. C'est bien. Vous accompagnera vraiment, tu vois, franchement, c'est important. Bah, je pense que soit moi ou d'autres qui le fassent, c'est important pour, tu le dis, pour le narratif. La vision du monde qu'on a, c'est un point de vue. Et il faut alterner les points de vue. Sinon, c'est pour ça qu'il y a autant de frères et de sœurs qui pensent que c'est pas possible. Parce qu'en fait, le point de vue qu'on leur donne avec les chaînes de télé, il est le même. Je suis haïtien, frérot. Le point de vue sur Haïti, il est catastrophique. Moi, je connais ce pays. Tellement ils m'ont fait détester mon pays. J'étais haïtien jusqu'à 16 ans. Je disais, à un moment, j'étais guyanais tellement on parle mal du pays. Et je me dis, en grandissant, il faut que je vois. C'est pas possible. C'est quoi cet enfer sur terre, là? Mais attends, vous êtes des malades. Vous avez dit qu'un pays où il y a 14-15 millions d'habitants, qui fait la taille de la Belgique, donc qui est quand même pas non plus un micro-pays, que c'est éclaté. Mais comment vous pouvez généraliser un pays comme ça? Vous êtes des malades. Il faut donner de la nuance. Et puis quand tu connais l'histoire, tu connais l'histoire, faut comprendre. Et en fait, c'est d'ailleurs, c'est à ces moments-là que j'ai commencé à arrêter de regarder la télé. Je dis, mais arrêtez là, hier, je parlais avec des gens, mais des gens pas bêtes, hein, avant-hier, des gens de chaînes de télé et tout. Ils disaient, oui, en plus, il y a tout le temps des séismes, c'est presque maudit. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ça. T'as pas assez d'informations. T'as pas d'informations. Il y a plus de séismes au Japon qu'en Haïti. Le problème d'Haïti, c'est pas le nombre de séismes, c'est le fait que le pays n'a pas les infrastructures pour pouvoir faire face à ces séismes. Si tu mets du parasismique partout, t'entendras beaucoup moins parler de séismes en Haïti. Il y en aura comme dans beaucoup d'endroits, mais le pays va pas s'écrouler avec ça. Il y a beaucoup plus de choses que juste ta vision. Et ça, c'est une des lacunes de l'être humain, c'est qu'il faut que ce soit simple, en fait. Il faut que ce soit simple. Et là, la narrative donnée par l'Occident, et en fait, pour moi, les pays sont des personnes. Les pays sont des personnes, et la nature humaine, elle est comme elle est. Pour que tu sois au top, parce que tu aimes bien être au top, il faut que tu mettes d'autres personnes en dessous. Là, l'Occident a choisi. Ils sont au top, donc le reste du monde est en dessous. Et donc, toute ta narrative mentale, elle va te dire,
nous c'est comme ça, c'est stylé comme ça, et le reste des autres pays sont en dessous. Sauf que ça a créé le monde dans lequel on est. Tu dis oui, il y a beaucoup d'immigration dans le pays. Frérot, tu dis que t'es stylé et tu dis que le reste c'est de la merde. Comment tu veux qu'ils viennent pas? Et c'est normal qu'ils vont venir. Et notre travail, c'est dans lequel moi, en tout cas, on vient de pays qui sont dits en difficulté, pays pauvres, comme on dit, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et montrer qu'il y a d'autres narratifs qui fait que, ça donnera peut-être moins envie de partir et de développer ton pays. C'est une personne comment, Haïti? C'est une personne comment, Haïti? C'est une personne qui a un potentiel incroyable, qui a pas confiance en elle du tout. Qui a plus confiance en elle du tout. Voilà ce que c'est Haïti. Parce qu'on lui a dit que c'était de la merde. On lui a dit non, t'arriveras pas, tu resteras pas, laisse tomber, t'arriveras pas. Et Haïti qui exploite son plein potentiel, ça peut donner quoi? Honnêtement, ça peut donner beaucoup de choses au-delà même de son pays même. Haïti, du fait de son histoire, c'est le premier pays noir indépendant. Si Haïti réussit... Après l'esclavage, évidemment. Si Haïti réussit, ça va donner de l'espoir à beaucoup d'autres noirs sur Terre, je pense. Et mon but, je vous le dis, avant de mourir, c'est d'essayer à même mon petit niveau. C'est mon seul et vrai objectif. Tout ce que je fais dans la vie avant, c'est uniquement pour ça. C'est uniquement pour ça. Je veux comprendre l'humain en faisant du stand-up. Je veux aider les enfants en créant des associations parce que ce seront eux l'avenir. Parce que ce pays, c'est pas juste que le monde le voit comme ça, alors qu'il a un potentiel intéressant. Si Haïti, j'en ai marre de voir des Noirs pauvres dans le monde entier. Partout, j'ai la chance de voyager, j'en ai marre de toujours voir pourquoi les Noirs, partout où ils sont, c'est comme ça? Parce qu'en fait, ça montre que c'est pas qu'on est plus bête, c'est pas ça. C'est qu'on nous a dit dans le monde entier qu'on était plus bêtes. Et ça a beaucoup, il y a des renards qui ils me disent, ouais, mais toi, t'as vu, tu t'en sors. Frérot, je suis une exception. Je prends pas je parle pas pour moi. Et ça veut dire quoi, s'en sortir? Ouais, d'ailleurs, ça veut dire quoi? Si j'ai 100 gars avec qui j'ai grandi, qui sont pas bien, et que moi j'ai réussi, tu crois que je considère que j'étais une réussite? C'est pas ça. Et arrête et ça, c'est ce que les médias font beaucoup. L'Occident. Regardez, il y a 3-4 noirs, là, il y a Jay-Z, frérot. Viens parler de tous les autres, viens parler de tous les autres. Pour qui c'est difficile. Et pourquoi c'est aussi difficile? Vous en faites grandir parce que c'est vous qui maîtrisez le game, et vous dites, oh, regardez, c'est bon. Il y en a un chez vous qui a grandi, achetez ses tickets, rendez-le encore plus riche, et vous, fermez-la. Non. Un autre narratif. Montrer aux frères et aux sœurs qu'il y a d'autres choses qui sont possibles, et aux enfants, surtout pour moi. Les adultes, ça me fatigue. Les adultes, ça, franchement, un adulte, tu lui parles pendant 4 heures, il dit ouais, et puis après, il retourne dans ses travers. C'est les enfants qu'il faut éduquer. Il y a une phrase qui dit, il faut faire des enfants forts pour pas avoir réparé des adultes cassés. J'adore cette phrase-là, et c'est pour ça que je mets mon énergie dans l'enfance, dans l'ouverture, dans l'éducation, dans l'ouverture d'esprit. Mon enfant, je veux le faire voyager pour qu'il voit le monde, qu'il n'ait pas juste son prisme de vue, et qu'ils se disent que l'Afrique c'est comme ça, l'Asie c'est comme ça. Frérot, parle d'un continent. T'arrives à résumer un continent, toi, en une phrase, mais t'es malade, quoi. Va voir le continent. Tu sais, l'Occident résume des continents, des pays en une phrase, mais t'es malade, toi. C'est des pays. T'as vraiment là, en une argumentation, expliqué les dynamiques au niveau mondial sur effectivement les forts et les faibles. Tu sais, il y a un moment donné où je m'énervais quand tu dis par exemple que les gens aiment les choses simples. Il y a un moment donné, je m'énervais en me disant mais comment ça se fait que là, à la dernière élection présidentielle, le top 4 c'est des fachos de mon point de vue, tu vois. Ouais. Comment c'est possible, tu vois? À l'heure d'internet, t'as des Français à qui on a fait croire que c'est eux qui aidaient l'Afrique. Et les gars le croient. C'est bon, on va pas aider la misère du monde. Mais en fait, comment tu peux dire ça alors que t'as ça? Eh ben, c'est parce que, en fait, ils gobent ce que TF1, ce que CNews leur dit et pas la vérité, en fait. Que sans l'Afrique, t'as quasiment aucun pays, aucun continent au monde, en fait, qui peut s'en sortir. Parce que tout le monde pille son sol. Et là où toi, tu te plains de l'immigration qui déborde, la réalité, c'est parce que ton pays, en fait, fait des exactions qui fait que les gens sont obligés de se barrer. Sinon, on serait pas là. Et ça, en fait, c'est pas difficile, en fait, à savoir. Mais les gens ne font pas cette recherche puisque c'est pas comment il s'appelle le gars de CNews là qui l'a dit. Pascal Pro, ouais. Pascal Pro qui l'a dit. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le tout problème, il est là de l'information. C'est pour ça qu'on est dans une belle ère et tout. Mais frérot, regarde les sites qui sont les plus visités. Tu crois que c'est des sites d'information? Enfin, les gens, c'est fatigant parce qu'on peut presque pas leur vouloir. La vie, elle est dure. Elle est fatigante. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations. Là, on nous ruine l'information. Instagram, frère, tu regardes, passe 1 heure dessus, tu te souviendras de rien de ce que tu viens de voir. On sature ton cerveau. Le cerveau humain, il est limité. Et en le saturant, ça permet aux gens de pas réellement penser. Ça demande énormément d'efforts et d'énergie d'aller chercher un peu, de comprendre le contexte
Ça demande beaucoup de... Ouais, les gens, ils disent, ouais, j'ai vu un article. T'as lu le titre de l'article, frérot. T'as pas lu l'article. T'as lu le titre. T'as vu ce qui s'est passé, un truc? Et tu parles 3 minutes avec la personne. Tu te rends compte qu'il a pas creusé. Elle a pas lu, il a pas creusé. Et c'est là le vrai problème. C'est pour ça que d'ailleurs, les moments de vie comme ça doivent toujours exister. Et que même si l'ordinateur est hyper important, il faut des rencontres. Il faut de l'échange pour alterner dans les points de vue. Et il faut des humoristes. Parce que sincèrement, t'as raison. Vous marquez les esprits. Et il y a un truc que j'adore dans ce que je suis en train de voir dans les humoristes de cette génération-là, c'est que ça se voit que ça y est maintenant, vous rouvrez quoi. Vous êtes plus limité ou conditionné parce que ce que vous allez dire va potentiellement vous bloquer pour passer sur telle ou telle chaîne. Non, on sent qu'aujourd'hui les vannes sont ouvertes. Vous dites ce que vous avez à dire et toi principalement, je me dis que t'es vraiment couillu, si je puis dire, pour aller au bout de tes idées, y compris à travers tes scènes en tant qu'humoriste. On essaie, c'est notre job. Mais tout le monde ne l'a pas toujours fait, tu vois. Mais Internet l'a permis. Parce que là, en fait, c'est là où on était esclaves des chaînes. Avant, on envoyait nos textes avant de jouer notre sketch. Non, faut enlever ça, faut changer ça. Aujourd'hui, je les mets sur Internet et je laisse le public décider. Exactement. Et c'est ça qui a vraiment changé la donne. Je suis sûr que le Jamel Comedy Club, leurs sketchs, ils ont été lus la première génération. Aujourd'hui, Eboué, il joue pas pareil que comme il jouait il y a 20 ans. Personne, il a changé, son stand-up a changé. Et c'est pour ça d'ailleurs, je le dis, c'est les gens qui aiment pas le stand-up, ils disent ouais, mais le stand-up c'est communautaire et tout. Frérot, quand les gens ils ont commencé le tonton et tata là, les Dijol, les Claudia, ils venaient de commencer. Ça prend du temps de découvrir qui tu es, de pouvoir parler. Quand tu commences quelque chose, tu parles de ce que tu connais et basta. L'ouverture d'esprit, la géopolitique, la société, ça prend du temps. Faut laisser les gens grandir pour. Mais est-ce que tu penses que, est-ce que c'est pas toujours un peu bridé? J'ai l'impression que ça va pas aussi loin que du Coluche ou, tu vois? Est-ce qu'on fait un peu plus attention aujourd'hui ou peut-être qu'il y a plus de respect? Après, comment Coluche il a fini, peut-être que tout le monde n'a pas envie de finir comme lui aussi. Il y a peut-être Donc on fait plus attention. Il y a peut-être de ça. Mais sur Internet, frérot, il y a des humoristes. Moi, je les regarde. Je ne saurais même pas dire ce qu'ils disent. Ok. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une question de tempérament. Hein. Quel que soit le secteur d'activité, on n'est pas tous les mêmes personnes. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'énergie, ok, mais c'est pas que j'ai pas les couilles. Mais c'est que c'est pas mon tempérament d'aller défoncer des gens comme ça. Et c'est pas mon tempérament. J'ai pas été comme ça de nature. Et c'est pas ce que t'aimes faire. C'est pas ce que j'aime faire. J'essaie d'agir d'une manière différente. Mais pour défendre des causes comme les nôtres. D'ailleurs, souvent on parle, il y a des gens qui disent que il y a des extrémistes dans les mouvements Renoir et tout, qui mis ses bas, ça, il est fou. En fait, je pense que pour chaque cause, il faut différents rôles. Pour faire élever la France, ceux qui ont coupé la tête du roi, c'était les gangsters. Hein. Mais il faut des gars comme ça. Mais en même temps, à côté, il y a ceux qui écrivent la Constitution. Pour que le pays, là, il y a différents rôles, en fait. Et la nature humaine, il faut ceux qui sont visibles. C'est pas la majorité, mais ils sont visibles. Et c'est ceux que tu te souviens. C'est ceux qui sont, donc les humoristes un peu, qui tirent sur tout le monde. Ils nous servent aussi à nous parce qu'ils mettent la lumière sur certains sujets. Et là, t'as des humoristes qui sont un peu plus profonds. Des trucs, chacun son rôle. C'est pour ça que, même si moi, je ferais pas d'humour trash ou noir, je comprends pourquoi il y en a qui le font. Il faut des Dave Chappelle qui taillent des gens. Là, c'est parce que ça fait parler. Et ensuite, il y a d'autres humoristes qui sont peut-être un peu plus consensuels, mais ça permet ça ruisselle un petit peu. Faut pas, dans chaque cause, pareil, c'est là où on ouvre un média, il y a des médias qui sera full black, pro-black, truc, il le faut, celui-ci. Parce que il va, oui. Moi, je vois ça comme un puzzle. Chaque pièce a sa place et il faut de tout. Exactement. Et si on avait que les mêmes pièces, on n'aurait pas de tableau. Exactement. C'est une bonne métaphore. Est-ce qu'on conclut? On doit conclure. Mais franchement, merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Tu vois, je ressors de cet échange rempli. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous là? Un mot de la fin. Et j'aimerais bien que tu nous partages un coup de cœur. Ok. Un mot de la fin. Tu sais, on a tous je pense ça souvent. Je dis, on a un début, une fin. Entre les deux, on sait pas vraiment ce qu'il y a. Et essayer de savoir tout ce qu'il y a, c'est arrogant, c'est fou. La vie, elle est belle. On a la chance on n'est pas à l'esclavage. On n'est pas en guerre. En tout cas, pour ceux qui sont en France, c'est des gens qui sont, pas qu'on est en train de parler, qui sont en guerre. Il y a un pays comme le mien dans lequel il y a des gangs qui gèrent le pays. Et des gens qui arrivent quand même à se démener avec ça. Nous, on n'a pas tout ça. Après, t'as des maladies, choses comme ça. Pour ceux qui sont croyants, ils savent que c'est des épreuves de la vie. Ceux qui ne le sont pas, vous voyez ça comme des challenges. Et notre but, je pense, quand être humain, c'est comme un arbre, comme une plante. C'est de grandir. La plante, quand tu la mets dans un environnement qui est un peu dur, elle va quand même essayer à pousser. C'est en elle. Elle abandonne pas. On est des plantes, on est des animaux, on est tout ça, on est connecté à tout ça. On est fait pour grandir et
Et c'est ce que j'essaie de faire chaque jour. Je sais pas jusqu'où je grandirai. La vie, elle fera ce qu'elle a à faire. Donc, je suis un arbre et j'essaye de pousser au maximum. Il faut croire en sa grandeur. À l'heure du wokisme, dire je suis un arbre, faut faire attention. Hein? Vous avez compris. Et bah, le non-genre, là, tout ça. Je suis un arbre. Je ne juge pas, hein, tu dis. Je me considère arbre. On a 100% compris, franchement. Merci de fou. Merci de votre invitation. C'était vraiment deep. Vraiment, vraiment. Là, en fait, je suis en train de me contenir parce qu'il y a tellement de choses là sur lesquelles j'avais envie d'enchaîner. Mais à la Joe Rogan. mais merci en tout cas pour tout ce que tu as partagé avec nous. Si tu es encore là, tu follow. Tu l'auras compris, aujourd'hui, on a développé la Nekao School pour que tu puisses à un moment donné pouvoir trouver tous les moyens autour de toi pour remettre du sens dans ta vie. Gérer son argent et comprendre que c'est un univers avec des règles bien établies qui sont pas si compliquées que ça à comprendre. Ça te permet derrière de pouvoir te réaliser. Donc, si tu as envie de te donner une chance, si tu estimes avoir des lacunes aujourd'hui, clique sur le lien en dessous. Le premier rendez-vous est gratuit. Et merci de nous suivre depuis le début. On se revoit pour le prochain épisode. Merci encore, Serge. Merci les gars pour allez le suivre, les gars. Allez follow Serge. Je dois aller sur scène de ouf, hein. Voilà, clairement. De toute façon, ils vont taper, ils vont voir que t'es chaud de. Moi, tu m'as rempli, en tout cas. Mais allez le follow et on ira au prochain spectacle. Affaire de famille. Let's go.